Donc bonjour à tous. Merci d'être là en cette fin d'après-midi. On est ici pour écouter une première conférence dans le cadre de l'inauguration d'un observatoire à Clermont-Ferrand, qui est un observatoire qui va porter donc sur la question de la post-croissance et de la décroissance. Donc, comme vous le savez, c'est une thématique aujourd'hui qui rentre de plus en plus dans les débats, et en particulier les débats sociétaux, les débats politiques. C'est un terme qui a fait son entrée, je pense, pour la première fois dans les débats de la présidentielle, cette année en tout cas en France. Donc voilà, c'est un sujet, on va dire, en devenir. C'est un sujet extrêmement important. Il faut que ça devienne une utopie, même, pour être très clair. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, pour inaugurer, pour commencer cette première conférence autour de l'Observatoire, eh bien, il y a Clément Chouane et Vincent Liéger qui nous ont fait l'amitié de venir aujourd'hui pour nous exposer donc, leur point de vue sur la question de la décroissance et du métier d'ingénieur. Donc, pour les présenter très rapidement, donc, Clément donc, est connu pour avoir fait en 2018 un discours coup de poing qui va peut-être nous montrer tout à l'heure, un discours coup de poing donc pour une génération d'ingénieurs de Centrale Nantes. Donc on verra ça. C'est un militant, c'est un activiste dans le milieu de la décroissance, et il aime aussi à se présenter comme étant un enfant de la classe ouvrière, et donc qui porte ce projet-là très fort. Et puis on a Vincent, qui est présent ici aussi, qui est diplômé de l'IFMA à côté, qui est maintenant devenu Sigma. C'est un ingénieur donc, de formation, et puis c'est devenu un chercheur interdisciplinaire, un essayiste et un fervent défenseur de la décroissance, pour le coup. Il est aussi porteur et animateur d'une coopérative à Budapest qui s'appelle Cargonomia, comme autonomie, dont il vous parlera peut-être un petit peu en introduction tout à l'heure. Voilà, je vous laisse parler. Je pense que vous avez beaucoup plus de choses à dire que moi. Et bonne présentation. Merci. Je termine juste, pour vous dire qu'il y a des ouvrages, évidemment, ici aussi disponibles sur la décroissance, auxquels a contribué en particulier Vincent. Je laisserai Vincent renseigner les prix. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par le moment un peu désagréable pour moi, parce que j'ai toujours l'impression de vivre avec cet héritage de ce discours, mais au moins qu'on parte avec la même connaissance tous ensemble. Mesdames et messieurs, vous avez compris, bonjour. Je vous ai fait un peu rire jusqu'à maintenant. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Une petite pause. Le fond est souvent plus important que la forme. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Albert Camus. Voilà maintenant 2 mois que j'ai fini mes études. Ça y est, je suis ingénieur, je suis diplômé. Youpi, comme ils disent dans la chanson. Les gens me demandent souvent « Et toi, en fait, t'es ingénieur en quoi ?» Et là, tout de suite, un malaise. Je ne sais pas quoi leur dire. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Si on simplifiait quelque peu la situation, un ingénieur serait aujourd'hui celui qui doit trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose, sans remettre en cause jamais ce qu'on lui demande. C'est pas son rôle, on ne lui demande pas son avis. Cette vision, je la trouve étriquée. Évidemment, j'aime trouver des réponses, mais il m'apparaît primordial de comprendre les questions, prendre un certain recul, de la hauteur pour saisir les enjeux qui sous-tendent nos difficultés et prioriser nos actions. L'éthique, c'est ce que doit retrouver l'ingénieur, pour ne pas perpétuer les erreurs du passé et du sacro-saint progrès, qui devrait et pourrait toujours nous sauver.
Je vous rappelle par exemple que nous, ingénieurs, sommes les géniteurs de l'obsolescence programmée. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand la ville de Nantes bouillonne d'idées et d'initiatives pour améliorer les choses, mais que mon école est à la traîne, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte. Je me rappelle avec amusement le discours de notre directeur quand je suis arrivé en 2014. Ce dernier nous invitait à prendre la parole, à donner un rôle, un vrai, à l'ingénieur dans notre société, à faire entendre notre voix. Eh bien, monsieur le directeur, je la prends aujourd'hui la parole, pour vous dire que je pense que vous vous trompez sur la vision que vous avez de la transition écologique et les moyens que vous y attribuez. Mon école, votre école, c'est aussi celle de toutes les formidables rencontres, amis et professeurs que j'ai eu la chance de faire. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour faire de Centrale Nantes un laboratoire de solutions techniques, sobres et durables, de changer la donne et de co-construire un futur souhaitable où l'argent n'est plus la seule valeur. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peuvent changer le monde. C'est toujours comme cela que ça s'est passé. Margaret. Donc voilà, c'était... J'ajoute que c'est Vincent qui a tenu à ce qu'on le passe en début de conférence. Moi, j'ai du mal à vivre avec cet héritage. Je tenais à revenir avec vous sur 2 points qu'on n'a pas quand on a ce discours qui passe. C'est la rencontre avec le directeur le jour qu'a suivi ce discours, où je l'ai croisé dans un des couloirs de Centrale, où il n'a même pas daigné dire bonjour à la personne qui avait animé avec moi toute la cérémonie. Il était vraiment dans une lutte d'ego. Il m'a dit « Mais je ne comprends vraiment pas votre discours. Centrale, on fait plein de choses pour le développement durable. On a une éolienne en mer. C'est formidable. » Et vraiment, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais bien fait de faire ce discours parce que l'institution, l'école et les personnes, enfin beaucoup des personnes qui la représentaient, ne comprenaient pas que ce que j'avais voulu dire, c'est qu'en ne remettant jamais en cause les causes, on allait toujours s'attacher à régler des conséquences, à penser la société, mais qu'on n'allait jamais régler les causes, donc on allait toujours devoir régler de nouvelles conséquences, trouver de nouvelles solutions magiques, et qu'on n'allait jamais améliorer les choses en fait. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, je ne sais pas si certains ont pu lire ce livre qui a été écrit par Marine Miller, qui est journaliste au Monde, qui s'appelle La Révolte, et qui revient sur le manifeste du réveil écologique, de tous ces étudiants qui, dans les écoles, pas seulement les écoles d'ingénieurs ou de commerce, mais aussi dans les facultés, sont en train vraiment de mettre en place une vraie révolte pour que les enjeux économiques, sociaux, environnementaux soient pris en compte dans les écoles. Et donc, elle a été interviewée 2 ans après ce discours. Le directeur de Centrale, qui avait changé depuis, mais qui était toujours digne héritier de cette même école de pensée. Et donc, elle écrit « Quelques mois plus tard, en octobre 2020, j'ai rencontré le nouveau directeur de l'école centrale de Nantes, Jean-Baptiste Avrier, qui se présente comme un écolo convaincu et optimiste, végétarien, qui roule dans une voiture électrique depuis 2012. Depuis son arrivée en juillet 2020 à Centrale Nantes, après une carrière au ministère de l'économie et des finances, il dit avoir compris la demande forte des étudiants qui s'expriment depuis 3 ans. Pour autant, certains débats n'ont pas leur place à l'école, me dit-il. Les élèves m'ont interpellé sur la décroissance ou sur les low-tech. En tant qu'acteur académique, nous ne sommes pas là pour faire des débats idéologiques. Je ne voudrais pas débattre du sexe des anges. La question qui doit animer les ingénieurs est comment fait-on la décroissance des émissions de gaz à effet de serre dans le transport ou dans le BTP. Sa crainte, ajoute-t-il, est qu'il y ait une confusion entre les faits scientifiques et les opinions politiques. Bon, pour moi, cette citation, elle résume tout ce livre, de la révolte des étudiants par rapport aux institutions, parce qu'on se retrouve en fait dans une situation où le capitalisme et le néolibéralisme sont devenus des faits scientifiques qu'on ne peut plus remettre en cause. Et si on a ça à la base des problèmes sociaux, environnementaux, eh ben on va pas réussir à les régler. On ne va pas réussir à aller au cœur du problème. Et donc là, on voit que le capitalisme, le néolibéralisme, c'est devenu une religion, une science dure, un état de fait incontestable, alors même que c'est ce système-là qui produit aujourd'hui
des conséquences néfastes pour toute la société. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur ces 2 points. Néanmoins, et ça je pense que vous en êtes témoin dans votre cursus, il y a de plus en plus de prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans les écoles. Les thèmes de décroissance, les thèmes d'Elotech commencent à apparaître et à être pris en compte au sein des cursus avec des approches transdisciplinaires. À mon sens, ça ne va pas assez vite et ça devrait aller beaucoup plus vite pour qu'on soit mieux armé pour arriver dans la société et qu'on ne soit pas complètement désemparé face à la perte de sens des emplois qui nous sont réservés. Moi, en ce moment, je suis chômeur, donc je n'ai toujours pas réglé cette question du sens. Je n'ai toujours pas trouvé l'emploi dans lequel je vais pouvoir me réaliser et dans lequel je vais pouvoir trouver des valeurs. Que vous dire d'autre ? Depuis que j'ai quitté l'école, donc avec fracas, j'ai vraiment essayé d'avoir le plus d'expériences diverses dans des domaines ou des métiers qui devront perdurer demain dans un monde décroissant ou dans un monde qui aura changé un peu la règle du jeu capitaliste et néolibéral. Donc j'ai été prof pendant plus d'1 an. Je me suis formé mieux que j'ai pu au maraîchage, que ce soit en Hongrie quand je suis allé retrouver Vincent dans son projet de décroissance qu'il introduira après, ou sur des fermes en France récemment où j'ai fait quelques expériences en woofing. J'ai également eu des expériences associatives dans la rénovation énergétique et j'ai pu expérimenter aussi d'un peu plus près ce qu'on appelle le développement durable, donc tout ce qui va être cette économie qui essaie de récupérer, comme le fera toujours l'économie capitaliste, les bonnes idées qui germent dans la société pour en vider tout le contenu et faire de l'argent. Donc j'ai travaillé pour un acteur qui s'appelle Pur Projet à Paris, qui est un acteur qui met en place des programmes d'agroforesterie pour des grands clients industriels à fort impact carbone. Et pendant que je travaillais là-bas, j'ai fait une étude un peu dans mon coin sur le cas Nespresso, qui était un des acteurs avec lesquels travaillait Pur Projet. Et donc, ils plantaient des arbres dans les plantations de café pour verdir en quelque sorte l'image de Nespresso. Et j'avais alerté à cette époque les gens de Pur Projet en leur disant « Vous verrez, un jour, Nespresso commencera à communiquer sur sa neutralité carbone, mettra des grands panneaux publicitaires partout dans les villes. » Et c'est exactement ce qui s'est produit 2 ans plus tard. Ils ont communiqué sur la neutralité carbone. La neutralité carbone n'a aucun sens à l'échelle d'une entreprise. Ça ne veut rien dire. Une entreprise est dans un pays, a des interactions avec d'autres entreprises. Et donc il faut vraiment, à l'échelle d'un pays, ça a déjà plus de sens, mais à l'échelle européenne, ça en aurait encore plus. Donc c'est à ces échelles-là qu'il faut atteindre la neutralité carbone. Et une entreprise ne peut pas parler de neutralité carbone comme cela, encore moins en plantant des arbres. Et si on avait plus de temps, je vous détaillerais comment le fait de planter des arbres par Nespresso est en fait un gain pour cette entreprise en verdissement, donc un gain en volume sur ses commandes de café, donc un gain donc en volume qui va produire une certaine augmentation de la demande en aluminium, parce que chez Nespresso, on vend de la capsule individualisée. Donc si vous avez plus d'aluminium, mais que le recyclage n'est pas mis en place à l'échelle de la France, il y a 1 Français sur 6 qui a un recyclage possible d'aluminium léger qui permettrait de récupérer toutes les capsules Nespresso. Donc si vous avez plus de ventes, mais le même recyclage, donc vous n'arrivez pas à recycler tout l'aluminium, vous allez donc devoir aller chercher plus d'aluminium. Et l'aluminium, pour aller le chercher, on va chercher de la bauxite. Et la bauxite, elle est enfermée dans des terres qui n'ont pas été... où on n'a pas été foré déjà. Donc ces terres-là, on les trouve où ? Principalement en Amérique du Sud, sur des terres sur lesquelles on va créer encore plus de déforestation. Donc on peut comprendre qu'au bout de la chaîne, si on analyse tout le cycle de vie d'une démarche avec une entreprise à fort impact carbone sur lequel on va aller planter des arbres et avoir une logique de verdissement, à l'autre bout de la chaîne, on peut avoir des effets complètement dévastateurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas remis en cause le problème principal de toutes ces démarches, c'est la logique prédatrice du capitalisme et du néolibéralisme. Vincent, est-ce que tu voudrais prendre la suite sur la décroissance pour l'introduire, parce que ça me paraît être le moment opportun. Un grand merci Clément. Vous pouvez l'applaudir. Hein.
À ce stade, ce que je vous propose, et je vais peut-être mettre à contribution Clément, et vous verrez, il n'est pas agressif, il n'est pas méchant, vous pouvez lui demander le micro. Ce que je vous propose, c'est 3, 4 ou 5 personnes qui souhaitent un peu rebondir, réagir avec ce que vous venez d'entendre. Alors peut-être que vous avez trouvé Clément un peu trop virulent, vous n'êtes pas spécialement d'accord avec tout ce qu'il raconte, très pessimiste, trop anticapitaliste ou politisé, ou au contraire, ça vous évoque des choses, vous êtes face à des formes d'éco-anxiété et ce discours vous rassure, vous dites je ne suis pas seul. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole un peu à ce stade? N'ayez pas peur. Monsieur là, s'il vous plaît. Merci et bonsoir. Alors, je vais d'abord vous poser quelques questions. Moi, j'aimerais savoir vraiment pourquoi vous êtes au chômage. Parce que, ok, d'abord, pourquoi vous êtes au chômage? Et je sais que vous venez de Centrale Nantes. Et quelle était votre formation, votre diplôme que vous avez obtenu? Tu n'es pas obligé de répondre Ouais, maintenant. on va... pose plusieurs questions. Ouais. T'en as plusieurs? Allez-y, monsieur. Ouais. Ok, et maintenant, après avoir répondu ça, et d'après vos argumentaires, qu'est-ce que nous on doit faire? Est-ce qu'on doit arrêter l'école? Et vu que nous sommes en cursus d'ingénieur, et je pense que nous tous, nous sommes en train de... Par exemple, moi, je suis en génie civil, et du coup, on utilise des matériaux polluants, on sait le béton et tout. Et d'après vos argumentaires, je ne sais pas, est-ce que moi, je dois arrêter de faire l'école, d'arrêter de faire ma formation? Et un dernier, maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que les entreprises doivent réellement faire? Je réponds aux 3 questions, Vincent, ou on en prend encore On reviendra dans la discussion. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très justes. On va vous apporter quelques éclairages et on vous dira si vous continuez vos études ou pas. Mais merci beaucoup pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole à ce stade? S'il vous plaît, madame. Bonsoir. Moi, c'est au vu des élections présidentielles qui arrivent bientôt. Est-ce que vous avez un avis sur les programmes des candidats? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un candidat à la hauteur de ce que vous parlez, de la décroissance et anticapitaliste, etc. Pour avoir votre avis en général. On va y revenir dans la discussion. Très bonne question d'actualité qui, en général, génère pas mal de passion. Moi, personnellement, je suis militant de l'Union populaire, donc voilà. Et dernier petit commentaire, question. N'hésitez pas. S'il vous plaît. Moi, j'ai juste une question parce que vous avez dit que, par exemple, regardez l'empreinte carbone à l'échelle ne serait-ce que d'une entreprise ou d'un pays, ça n'a pas trop d'importance. Mais du coup, à l'échelle ne serait-ce que d'un individu, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire, sachant que ne serait-ce qu'à notre échelle, regarder notre empreinte carbone n'a pas tellement d'importance que ça. Très bonne question à laquelle on va essayer de répondre dans la présentation qui vient. Merci pour ces commentaires. Alors, dernière, allez-y. Merci. J'avais une question. Quand on parle d'empreinte carbone dans les entreprises, comment ils font pour faire ce calcul? C'est complètement du vent ou ils ont des vrais critères Parce que vous aviez l'air de dire que ça valait rien. Du coup, c'était pour voir sur quoi ils se basaient, eux, dans leurs calculs. Enfin, s'il y a des calculs. Pareil, question à laquelle on va répondre plus ou moins directement, mais de toute manière, on pourrait revenir dans l'échange questions-réponses. C'est important de faire le distinguo entre l'empreinte carbone, ça c'est une bonne chose à calculer, et la neutralité carbone, c'est l'étape où en fait l'entreprise ne va pas du tout concevoir son empreinte ou comment la réduire, mais va directement passer à l'étape où on compense, et donc là avec des rachats de crédit carbone et ce genre de choses, mais on y reviendra à la fin si on n'y a pas répondu. Donc, je te laisse faire et on répondra aux questions. Et on répondra aux questions, mais je vais. En fait, c'était très intéressant d'avoir aussi toute cette série de questions pour voir un peu où vous en êtes, parce que je crois que dans ces questionnements-là, on n'en est pas toutes et tous au même niveau, on n'est pas toutes et tous aux mêmes inquiétudes, attentes, aspirations, contradictions identifiées, etc. Et c'était aussi l'idée d'avoir un peu quelques retours. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la parole à ce stade du débat pour un peu adapter la présentation qui va suivre. Alors, ce que je vous propose, parce que Clément a mentionné plusieurs fois la notion de décroissance, de sobriété, de problème avec le néolibéralisme, la question des limites auxquelles on fait face. Il a parlé de changement climatique, il a parlé de disparition des espèces, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire un petit rappel très rapide avec quelques slides sur où est-ce qu'on est aujourd'hui.
où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et la première courbe que je vous invite à regarder, c'est celle qui est en bas et qui monte sur la droite avec une très très belle, c'est même pas une exponentielle, hein, c'est un très beau pic, qui est la courbe de la population mondiale. Et elle commence 10 000 ans avant Jésus-Christ, qui est à peu près la période où on pense qu'on a commencé à se sédentariser, invention de l'agriculture, et puis pendant des milliers d'années, la population mondiale reste très faible. Elle reste très 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 faible. Et puis on arrive environ au premier millénaire de notre ère, où on a une population mondiale de quelques centaines de milliers d'habitants. Non, pardon, de quelques millions d'habitants. Et puis d'un seul coup, ça part, et puis il y a une rupture. Il y a une rupture autour de la révolution industrielle, et d'un seul coup, la population mondiale, elle explose complètement. On passe le cap du milliard, puis 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, et puis les démographes aujourd'hui sont assez d'accord pour dire qu'on devrait atteindre un pic autour entre 9 et 11 milliards, entre 2050 et 2100. Un nombre de personnes monstrueuses par rapport à ce qu'on a pu connaître de par le passé, et qui nous interroge déjà sur la période qu'on est en train de vivre. C'est peut-être une exception dans l'histoire de notre planète. Donc c'est intéressant d'avoir ce type d'ordre de grandeur en tête par rapport à ces pics. Et l'augmentation de la population, et là je passe à la deuxième courbe qui est en haut, elle est corrélée à l'accès qu'on a d'un seul coup à l'énergie. Et là aussi, il y a une rupture paradigmatique avec la machine à vapeur, l'utilisation du charbon, la révolution industrielle, où les ingénieurs jouent un rôle central, où d'un seul coup, on a un accès monstrueux à une énergie très concentrée, stockable, facilement extractable, utilisable, que l'on peut faire voyager, et qui est très utile, et qui nous permet de décupler notre capacité de produire, d'échanger, de se mouver, de vivre, etc. Et ça commence par le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, qui représentent aujourd'hui ces énergies fossiles. Et c'est ce que l'on voit, les trois parties principales au cœur de ce graphe en haut, qui représentent aujourd'hui 80% de l'énergie primaire qu'on consomme. Ce qui veut dire que ce que vous avez mangé à midi, le transport que vous avez pris pour venir ici, la lumière qui est là, cet ordinateur, le train qu'on a pris ce matin, etc., à 80%, tous les objets qu'on a autour de nous, à 80%, ça dépend de ces énergies fossiles. Énergies fossiles qui sont un stock fini, qui est en fait une accumulation d'énergie solaire, de processus chimiques sur cette planète, sur des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions d'années. Et là aussi, je vous rappelle les ordres de grandeur. En l'espace de quelques générations, donc quelques décennies, voire un siècle et demi, on a utilisé ce que la planète a accumulé pendant des millions d'années. Et puis, le graphe en bas, c'est ce qu'on appelle les pics de production. On est sur des ressources finies qu'on va aller extraire. Et puis, on n'est pas stupide, on a commencé par extraire ce qui était le plus facile à utiliser. Donc, le graphe, là, s'intéresse à ce qu'on appelle le pic de pétrole, le pic de production de pétrole. Donc, au départ, on était en Pennsylvanie, on mettait un coup de pioche dans la roche, ça coulait de partout, ça inondait la vallée. On remplissait les barils, et puis on mettait ça sur des trains, et puis on avait du pétrole qui était distribué partout. Et puis aujourd'hui, dans la même région, en Pennsylvanie, on fait des pétroles non conventionnels qui demandent des processus techniques beaucoup plus sophistiqués qu'une pioche, et qui surtout sont beaucoup moins efficaces d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que le taux de retour énergétique pour un baril de pétrole qu'on produit aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le taux de retour énergétique pour un baril de pétrole qu'on produisait en Pennsylvanie à l'époque. Et donc, on atteint à un moment donné ce pic de production, on n'arrive plus à produire toujours plus d'énergie, voire même, pour produire toujours plus d'énergie, il faut amener toujours plus d'énergie, et en fait, on n'y arrive plus. Et là aussi, on est à ce carrefour. Vous avez vu que les prix à la pompe ont augmenté ces dernières semaines. On est face à une nouvelle crise énergétique qui est accélérée ou révélée de manière violente à travers le conflit qu'on est en train de suivre de manière terrifiante en Ukraine. Mais en fait, la crise énergétique, elle a commencé bien avant. On a passé le pic de production du pétrole conventionnel qui est au cœur de notre modèle économique et de notre modèle productif et de consommation au cours des années 2000. On a compensé pendant une décennie avec les pétroles non conventionnels, les pétroles de schiste états-uniens notamment.
On est en train de passer vraisemblablement ce pic de production. En septembre dernier, un document sortait en Russie qui montrait que la Russie passait son pic de production de gaz et de pétrole. Donc on commence à rentrer dans le dur. C'est une question de quelques années. Le modèle consumériste, productiviste, dépendant de ce stock fini d'énergie fossile accumulé sur des millions d'années, il commence à se tarir. On atteint les limites de cet âge d'or. Une fois de plus, sorte de grandeur à garder en tête, 80% de l'énergie primaire que nous consommons, ce sont des énergies fossiles. Le reste, d'ailleurs, on le voit un petit peu sur le graphe. En haut, il y a ce dont on nous parle. En général, on parle de manière inversement proportionnelle des énergies dans les médias. C'est-à-dire on va parler beaucoup plus de ce qui ne représente pas grand-chose. Donc on va avoir des tas de débats sur pour ou contre les éoliennes, qui représentent 2%. On va parler un peu de photovoltaïque, qui représente 1%. On va beaucoup parler de nucléaire, qui représente 4%. Et puis de quelques semaines, parce qu'il y a cette histoire de gaz pétrole russe qui nous met un peu en difficulté, parce qu'on finance un système belliqueux à travers notre dépendance à ce gaz et à ce pétrole, on commence un peu à parler des énergies fossiles. Mais une fois de plus, les énergies fossiles, 80%. Et puis derrière, ça rejoint un peu ce que montrait dans les belles entreprises dans lesquelles Clément pourra aller travailler s'il était moins feignant. Il pourrait faire la belle image au milieu, qui s'appelle aujourd'hui du greenwashing, qu'on appelle les énergies renouvelables, les énergies intelligentes. En fait, derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Derrière chaque processus de fabrication, il y a de l'extractivisme, il y a de la transformation, il y a du transport, il y a des processus industriels, etc. Il y a de l'installation, il y a une infrastructure qui elle-même va être dépendante d'une consommation d'énergie, qui aujourd'hui, une fois de plus, est à 80% de l'énergie fossile. Mais elle va être dépendante, si on s'engage de plus en plus dans ces autres énergies dites renouvelables, d'un tirage sur d'autres stocks finis. Aller vers le tout électrique, c'est aller vers une pression sur le cuivre et le lithium, dont les ressources sont principalement concentrées dans un pays actuellement, au Chili, dans le désert de l'Atacama. Et la production de ces deux ressources demande énormément d'eau. Et aujourd'hui, on est face à ce problème que si on augmente la production de lithium, on ne sait plus faire de cuivre, inversement, parce qu'on n'a pas assez d'eau. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce qu'expliquait très bien dans son discours Clément, c'est pour ça que je t'ai demandé de le repasser. On est en permanence pris dans ce piège d'essayer de continuer à faire toujours plus, mais avec toujours moins, puisqu'on est face aux limites physiques de la croissance. Il n'y a pas de croissance infinie sur une planète finie. La planète ne s'est pas régénérée du pétrole à la vitesse à laquelle on le consomme aujourd'hui. La planète ne s'est pas inventé toujours plus de cuivre, de lithium gratuit d'un point de vue énergétique ou sans impact environnemental à travers son extractivisme. Et d'ailleurs, c'est les belles mines que l'on voit sur ces photos. Alors, on nous a vendu le mythe de la dématérialisation de l'économie à travers des capteurs partout, des bâtiments intelligents, des voitures autonomes, des systèmes intelligents, et les ingénieurs sont au cœur de tout ce processus avec énormément d'investissements pour développer tout ça. On nous dit on va dématérialiser tout ça. Cette dématérialisation, elle aussi, elle a un prix. Je me rappelle à l'IFMA, un de mes profs, quand j'y étais il y a une vingtaine d'années, nous avait dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est à peu près pareil. Aujourd'hui, la dématérialisation de l'économie à travers tous ces outils connectés a un impact environnemental supérieur à l'aérien civil. Cette dématérialisation, c'est des grandes centrales de refroidissement pour les data centers dans le Grand Nord installées auprès des rivières, auprès des mers, pour faire refroidir tout ce système. Alors, il y a des pays qui bricolent un peu. On va utiliser cette chaleur pour chauffer les bâtiments en Islande, mais c'est un peu à la marge. Donc c'est pareil, et puis c'est des métaux. Nos outils connectés, c'est derrière des métaux sur lesquels il y a un tirage, il y a des processus d'extractivisme, de production, etc. Je pense notamment au cobalt et les impacts humains derrière ces mines d'exploitation de cobalt avec une guerre civile, l'exploitation des enfants, etc. Donc c'est pareil, aller vers le toujours plus de tout ça, c'est toujours plus d'emmerdement, c'est toujours plus d'impacts environnementaux, humains, sociaux, dont il faut se poser les questions. Et que mon propos soit bien clair, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut le faire en conscience. Et le faire en conscience, peut-être, va nous amener à revoir à quel niveau on le fait. Alors derrière, il y a ce mythe du découplage, qui est au cœur de la croissance verte, qu'on nous rabâche au quotidien, un peu dans tous les sens, etc. C'est cette idée qu'on arriverait à continuer à faire tourner notre machine économique, qui est dépendante de la croissance économique, la croissance du PIB, c'est-à-dire du flux
d'échanges dans notre société. Donc chaque année, il faut qu'il y ait toujours plus d'échanges, de ventes, d'achats, de ci, de ça, etc., dans tous les sens. Et qu'on arriverait à le faire en arrivant à baisser de manière significative, à la hauteur des enjeux, les impacts environnementaux, afin de continuer à faire la même chose sans problème. Donc là aussi, principe de réalité, toutes les études montrent que notre économie est systématiquement corrélée au niveau d'énergie qu'on met dans notre système. Et donc, une fois de plus l'économie augmente, plus à 80%, notre dépendance sur les énergies fossiles va augmenter. Les mêmes énergies fossiles qui sont responsables à 70% du dérèglement climatique. Plus notre économie augmente, plus il y aura d'artificialisation des sols, et plus on va se retrouver dans des situations d'explosion de la biodiversité, plus on va se retrouver à rencontrer des espèces qu'on ne devrait pas rencontrer, créer des zoonoses, se retrouver avec des pandémies, etc., etc. Et donc, il y a toute cette question que l'on a aujourd'hui un système économique qui ne prend pas en compte ces limites physiques à la croissance et qui nous fait vivre dans une espèce d'illusion de toute puissance sur une période donnée très courte. Rappelez-vous la première courbe sur comment on est dans une parenthèse de quelques générations de l'histoire de notre civilisation qui nous pousse à faire ça. Alors, derrière, c'est ce que faisait Clément quand il travaillait, qu'il était moins feignant, qu'il se levait le matin. On continue à faire du greenwashing. Donc, on va nous vendre des produits qui sont exactement les mêmes, dont les impacts restent les mêmes. Juste la publicité, la couleur, les slogans ont changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous vendre une voiture, on va s'appuyer sur, et j'y viendrai plus tard, sur ce qu'on appelle les principes de la décroissance. La convivialité, l'entraide, la biodiversité, un bel environnement, une famille qui vit en harmonie, le care, le soin. Donc pour nous vendre un SUV aujourd'hui, les publicitaires montrent une famille heureuse qui fait du vélo dans une belle forêt riche de biodiversité, mais elle est allée faire du vélo avec ce 4x4 et les vélos sur le 4x4. Et c'est ce qu'on retrouve un peu surtout. On va nous vendre la voiture propre, mais on ne nous dit pas que derrière, l'électricité, c'est essentiellement du gaz et du charbon, et ainsi de suite. J'en arrive à un point qui est beaucoup plus inquiétant. C'est ce qu'on pourrait appeler la grande accélération autour d'un certain nombre de paramètres environnementaux où vraisemblablement on a déjà dépassé des seuils d'irréversibilité. Je vais en parler que de deux qui sont les plus prégnants, mais il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est le dérèglement climatique. Et quand on parle de dérèglement climatique aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment bien pris en compte il y a une dizaine, quinzaine d'années quand on faisait de la prospective par rapport à ce phénomène. C'était cette logique de boucle de rétroaction où un phénomène entraîné par le dérèglement climatique en entraîne un autre, qui lui-même en entraîne un autre, qui lui-même en entraîne le premier. Et c'est un peu la photo que l'on voit en bas à gauche, c'est le pergélisol, dans le Grand Nord, où le dérèglement climatique entraîne une accélération de fonte de glace qui dégage du méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, qui accélère le dérèglement climatique, qui entraîne encore plus de fonte de ces glaces, encore plus de dégagement de méthane, etc., etc. Et en fait, on a des phénomènes aujourd'hui qui sont totalement hors de contrôle. Et on retrouve la même chose sur un certain nombre d'autres indicateurs, le deuxième étant la biodiversité. Et là, je vous renvoie à tous les derniers rapports, à la fois du GIEC et de son équivalent, dont j'ai oublié le nom en français, IPBES, qui font un travail de prospective et d'analyse sur ces dérives extrêmement inquiétantes. Et là aussi, c'est notre modèle civilisationnel, productiviste, consumériste, qui bétonne, qui est dépendant des énergies fossiles, qui est dépendant du toujours plus, qui est intimement lié à ces déstabilisations de cycles naturels qui sont fondamentaux pour perpétuer la vie dans les conditions qu'on connaît de l'espèce humaine sur Terre. Dernier slide qui permet un peu de se rappeler aussi où on est. Parce que quand on parle par exemple de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on serait dans une ère où c'est l'être humain qui transforme les conditions de vie sur la planète, Clément a raison de parler du capitalisme, il faudrait plutôt parler du capitalocène ou du modèle occidentalocène. Et en fait, on ne sommes pas toutes et tous égaux quant aux responsabilités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est surtout un modèle civilisationnel dont une minorité, les Occidentaux, quelques plus riches dans les pays du Sud aujourd'hui, bénéficient et ont bénéficié. Il y a une étude qui a été faite par exemple par Jason Hickel en Angleterre qui montre que 90% du dérèglement climatique, si on le calcule par
habitants depuis l'histoire du début de la révolution industrielle, donc depuis le début de la combustion d'énergie fossile qui entraîne le dérèglement climatique, etc., les Occidentaux sont responsables à 90% de ces dérèglements climatiques. Et quand je dis les Occidentaux, c'est sans les Indiens, sans les Chinois, etc. Il y a les Russes dans l'affaire. On considère les Russes comme les Occidentaux. Donc c'est les États-Unis, l'Europe, élargie jusqu'à la Russie, et ainsi de suite. Nous sommes responsables à plus de 90% des dérèglements climatiques. Et donc cette carte, elle montre quelque chose d'assez intéressant. C'est une carte du monde où la taille des pays est liée à l'empreinte écologique par habitant. C'est-à-dire comment le mode de consommation, nos habitudes de vie par pays, impactent l'environnement d'un point de vue des enjeux climatiques. Et on se rend compte qu'elle est totalement déformée. Et si je présentais aujourd'hui la carte d'où est-ce qu'on va chercher les ressources, on aurait une carte inversement proportionnelle. Et on est complètement dans une question d'inégalité, à la fois à l'intérieur de nos sociétés, mais de manière encore plus criante d'un point de vue théorique, et entre les régions du monde. Donc aujourd'hui, grosso modo, c'est un système post-développementiste, post-colonial, d'appropriation des ressources dans certaines régions du monde, des pays du Sud, le Moyen-Orient pour le pétrole et les hydrocarbures, pour des consommations, des surconsommations dans les pays du Nord. Et malheureusement, quand on regarde notre empreinte écologique dans un pays comme la France, qui est d'environ 4 planètes, c'est-à-dire qu'il faudrait environ 4 planètes pour subvenir aux besoins moyens d'un Français chaque année, ou qui est grosso modo, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mai chaque année, on va y arriver, on commence à vivre à crédit par rapport à ce que la planète est capable de nous donner en termes de ressources, en termes de capacité d'absorption de nos modes de vie, autour des questions climatiques, de biodiversité, des cycles naturels et ainsi de suite. Bon, ça c'était pour un premier diagnostic. On va arriver aux bonnes nouvelles. M. Clément aussi a apporté plein de mauvaises nouvelles, plein de questionnements, etc. La première bonne nouvelle, avant que je vous présente un peu qu'est-ce que j'entends derrière le terme décroissance, c'est qu'on présente avec Clément qu'est-ce qu'un ingénieur sans démissionner de son école ou en allant vers des boulots vertueux peut apporter par rapport à ces enjeux sociétaux. La première bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, en particulier en France, toutes les enquêtes d'opinion convergent sur le fait que les prises de conscience sont de plus en plus là et que des majorités significatives émergent de personnes qui aspirent à rompre avec le système dominant, qui sont de plus en plus critiques par rapport au capitalisme ou à la version qu'on a aujourd'hui, qui est peut-être le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme, quant à sa capacité de répondre à tous les enjeux qu'on vient de présenter. La majorité des gens aujourd'hui n'y croient plus. Alors que dans les médias dominants, là aussi, c'est comme pour les énergies, il y a un côté inversement proportionnel. Il y a 99,9% des espaces occupés sur la croissance verte, l'innovation technique, technologique, on va aller vers la 5G, les outils connectés, le transhumanisme, tout ce qu'on veut pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, la majorité des gens ne croient pas au progrès, à la technique pour répondre aux enjeux auxquels on fait face. La majorité, les majorités qui émergent, c'est autour des idées qu'on pourrait appeler de la décroissance, pour les résumer simplement, sobriété et partage. Les gens aspirent à ralentir, à se réapproprier le sens qu'ils souhaitent donner à leur vie, un peu comme Clément. Clément, tu n'es pas isolé, hein, tu es même plutôt la majorité. Mais on est pris dans un système où il est très difficile de faire ses pas de côté. Et on voit donc l'émergence, c'est les deux photos en bas, de mouvements. Alors, la photo en bas à droite, c'est sur le pont des Chênes à Budapest où j'habite. Le superbe mouvement comme il y a eu un peu partout dans le monde, qui était les Jeunes pour le futur, avec ce que Clément a présenté à demi-mot aussi, et peut-être que certains d'entre vous le ressentent, toute cette éco-anxiété par rapport à une société qui va dans la mauvaise direction et un sentiment de ne pas être en capacité, de ne pas avoir les leviers qui permettent de l'orienter vers autre chose. Et puis un autre mouvement qui est tout aussi intéressant, puisque porté plutôt par des cadres, donc des gens qui sont dans le système, qui vont aspirer à vivre différemment, qui comprennent que le système les amène toujours plus vite droit dans le mur, et qui est un mouvement qui est né en Angleterre, qui s'appelle Extinction Rebellion, et qui est un mouvement extrêmement intéressant dans sa détermination, puisque c'est des gens qui s'engagent en disant « je suis prêt à faire de la prison pour mes actions de désobéissance civile, pour ouvrir un débat de société sur ce dont on vous parle depuis déjà une bonne demi-heure ».
Donc la société bouge et est prête à bouger. Alors là-dedans, qu'est-ce que la décroissance ? Je vais vous faire une courte introduction des 3 grandes définitions que je donne de la décroissance, que vous pouvez retrouver dans certains de ces livres-là et beaucoup d'autres livres. Et vous pouvez voir aussi plus en profondeur lors des 2 jours qui vont arriver autour du lancement de l'Observatoire de la décroissance à Clermont-Ferrand. Alors la première définition, et c'est extrêmement intéressant, et ça va rejoindre quelques points que j'ai déjà présentés, c'est qu'au départ, c'est un slogan provocateur. C'est pensé comme tel par quelqu'un qui vient du monde de la publicité, qui était chef de projet chez une grande multinationale française du marketing et de la publicité, puis qui, comme Clément, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, se sentait mal à l'aise en disant « je suis quelqu'un de très talentueux », comme le sont les publicitaires, c'est des gens qui ont beaucoup de créativité, qui ont une intuition très puissante pour aller attirer notre attention, pour aller susciter du désir, pour aller faire vivre les émotions et ainsi de suite. C'est quelqu'un aussi, comme les publicitaires le sont, qui a une très bonne connaissance de comment fonctionne un cerveau humain, point de vue psychologie, psychologie sociale, sciences cognitives, neurosciences, etc. Et puis qui se rendait compte qu'il utilisait toutes ces compétences merveilleuses, non pas pour éclairer les débats, non pas pour faire ce qui devrait être l'essence de la publicité, rendre public des informations, faire vivre les idées, faire vivre des choses qui permettent aux gens d'être plus autonomes, de s'émanciper quant à leur choix de consommation, etc. Non, au contraire, il utilisait toutes ces compétences pour manipuler nos cerveaux et nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et la publicité, ce n'est pas quelque chose d'anodin, puisque ça représente aujourd'hui le 2e budget mondial derrière le complexe militaro-industriel, avec plus de 1000 milliards de dollars investis chaque année. Et c'est d'autant moins anodin, c'est que la publicité, elle est aujourd'hui partout, dans les médias dominants naturellement, mais elle est aujourd'hui extrêmement prégnante dans nos quotidiens, puisqu'on s'est rendu dépendant des réseaux sociaux, dont les algorithmes, dont nos collègues ingénieurs qui les ont créés ont perdu le contrôle, dont les algorithmes ont été créés pour optimiser les profits publicitaires. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement central dans notre société. Et on était il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il n'y avait pas encore des gens comme Clément ou certains d'entre vous qui posaient des questions sur ces enjeux-là. Moi, j'étais à l'IFMA assez esseulé à me poser des questions sur ces choses-là, mais on en débattait, mais alors pas du tout. C'était totalement hors sujet. Les propos du nouveau directeur de Centrale Nantes étaient bien plus virulents à cette époque-là. Et donc, on commençait un peu à avoir des médias qui parlaient des publications des rapports du GIEC, qui avaient peut-être des problèmes avec notre modèle civilisationnel croissanciste et les limites planétaires et ainsi de suite. Et très vite est née la notion de développement durable. Et notre ami publicitaire s'est dit, bah oui, évidemment, si je suis publicitaire, que la société bouge dans sa tête, bah je réapproprie l'idée pour la coopter, pour la vider de son sens, et pour continuer à faire vendre toujours les mêmes produits sans vraiment rien changer, ou en changeant quelques petites choses à la marge. Et il s'est dit, il nous faut un outil sémantique suffisamment provocateur, suffisamment contre-intuitif dans le modèle dominant, pour qu'il ne soit pas récupéré par le système, et pour qu'il nous invite à une réflexion, un débat, une introspection individuelle, collective et politique, qui permettent de questionner énormément de croyances implicites dans lesquelles nous baignons depuis que nous sommes tout petits et depuis déjà plusieurs générations. Et donc, la décroissance naît comme ça, avec 2 approches. La première, autour des limites physiques à la croissance, une croissance infinie sur une planète finie, pour des raisons démontrées depuis déjà très longtemps d'un point de vue scientifique et aujourd'hui totalement redémontrées et redémontrées, est une impossibilité. Mais aussi, et c'est ce qui est d'autant plus intéressant dans la décroissance, toute une réflexion sur est-ce qu'une croissance infinie dans un monde fini est quelque chose de souhaitable ? Est-ce que ce modèle civilisationnel, ce modèle de société qui nous invite à être un peu comme le hamster dans sa roue, à courir toujours plus vite pour travailler plus, pour consommer plus, pour produire plus, pour travailler plus, et ainsi de suite, à être pris dans ce piège de « j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler et je travaille pour payer ma voiture ». Est-ce que c'est un modèle qui est désirable ? Est-ce que le niveau de bien-être dans nos sociétés occidentales est au niveau de surconsommation qu'on voyait sur la carte tout à l'heure quand on voyait notre empreinte écologique ?
Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés apaisées, du care, du dialogue, de la paix sociale, de l'entraide, du partage, de la convivialité? Quand je regarde les médias dominants, quand j'écoute certains politiques, puisqu'on nous posait la question de l'élection présidentielle, je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans ce type de société apaisée. Je n'ai pas l'impression que le modèle de croissance, au-delà du fait qu'il soit une impossibilité physique, je renvoie à la loi de l'entropie, le modèle de croissance n'a pas l'air d'être non plus un modèle qui soit un succès d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue culturel. Et de ce slogan provocateur naît toute une pensée multidimensionnelle qui questionne notre rapport à l'économie, au capitalisme, au néolibéralisme, à l'ultralibéralisme. Et je pense notamment aux écrits d'un Karl Polanyi, d'origine hongroise, qui a écrit un livre merveilleux en 1944, qui s'appelle La Grande Transformation, qui est un livre d'histoire du capitalisme dans nos sociétés occidentales, mais qui est un livre qui, en 1944, analyse comment l'Europe se retrouvait dans une situation qui, il y a encore quelques semaines, nous paraissait appartenir au passé, une situation où la guerre est présente, où les fascismes sont de retour, les totalitarismes sont de retour. Et le Karl Polanyi analyse quelque chose de très simple, notamment à travers un voyage dans l'histoire des civilisations, notre civilisation, d'autres civilisations existantes sur cette planète, qui sont bien plus nombreuses que celles que l'on connaît, dans laquelle nous sommes enfermés d'un point de vue idéologique. Il se rend compte que lorsqu'on laisse le marché dérégulé, lorsqu'on laisse le marché dans les mains de cette aberration de la main invisible, au bout d'un moment, on crée des monstres. Et de nouveau, nous sommes rattrapés par ces monstres. Alors, ce qui veut dire qu'il faut qu'on sorte du capitalisme, je laisserai Clément trancher plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on ait un débat sur comment on réencastre l'économie, comment on se réapproprie démocratiquement nos économies, nos marchés, en prenant en compte les limites physiques auxquelles nous faisons face et en prenant en compte aussi les questions des inégalités qui atteignent aujourd'hui des niveaux sans précédent et qui ont peut-être aussi un lien avec les tensions qu'on rencontre dans notre société. La décroissance, elle fait le lien, puisque la question a été posée, sur le travail. Quel rapport on a au travail? Il y a quelques années, ou peut-être plus précis, il y a 150 ans, 200 ans, avant la révolution industrielle, on ne parlait pas de travail. Le mot travail n'existait pas comme un mot central dans nos sociétés. On parlait d'œuvres. On faisait des œuvres. Travail, c'est intéressant parce que c'est un mot qui, dans les langues latines, vient de tripalium, un objet de torture. Et 150 ans après, on est passé de l'œuvre. Quand on rencontre une personne dans un bistrot, on lui demandait quelle est ton œuvre. Je fais de l'agriculture, je travaille le bois, des choses intéressantes, je ne sais pas ce que je fais, je ne me lève pas le matin, mais j'ai des œuvres. Aujourd'hui, on va demander quel est ton tripalium. Et toutes les enquêtes d'opinion dans les sociétés occidentales nous montrent que si le travail a pu être émancipateur, a pu être un outil d'épanouissement personnel, a pu jouer un rôle intéressant dans nos sociétés pendant un temps, il devient de plus en plus, pour un nombre conséquent de personnes, un tripalium. Et ces enquêtes d'opinion sont d'autant plus intéressantes qu'on retrouve ça en particulier chez les plus privilégiés, les gens comme nous, les gens qui sont des cadres. En France, 50% des cadres disent, dans mon quotidien, au boulot, que refuse Clément, que j'ai refusé aussi, ou que j'ai quitté, pour des raisons identiques, au quotidien, 50% disent je dois faire des choses, imposer des choses, prendre des décisions qui vont à l'encontre de mon éthique. Est-ce que c'est une société véritablement souhaitable d'un point de vue anthropologique où les gens les plus privilégiés, les gens qui ont eu la chance d'avoir accès à des études comme j'ai pu le faire, comme vous avez pu le faire, épanouissantes, etc., se retrouvent dans une situation où on n'est même pas maître d'un point de vue éthique de ce que l'on va faire au quotidien. Et puis, je pourrais continuer. On a, dans le monde du travail aujourd'hui, ce phénomène totalement délirant où il y a une logique inverse entre le niveau de rémunération et le niveau d'utilité sociale d'un boulot. Je vais prendre un exemple qui a été fait par la New Economic Foundations en Angleterre. Je prends un exemple anglais parce qu'en France, il paraît qu'on est plutôt feignants. Nos amis anglais sont plus pragmatiques. Ils ont analysé par rapport à leur système de santé qui était fait, le fait que en fait, les gens qui étaient centraux dans leur système de santé
C'est Semmelweis, un Hongrois aussi, qui avait inventé ça au niveau de la médecine. La base de la médecine, c'est l'hygiène. Ce sont des gens qui sont méprisés par le système, qui travaillent dans des conditions de précarité salariale et de contrat. C'est les gens qui font les ménages dans les hôpitaux, et en particulier très souvent des femmes. Très mal payées, centrales pour le système de santé. En parallèle, les gens qui participent à la destruction indirecte du système de santé à travers de quelque chose qui est très bien rémunéré et valorisé socialement dans notre société, qui font, c'est un joli mot, de l'optimisation fiscale et qui participent à faire évacuer un bien commun qui devrait être partagé pour faire tourner nos systèmes de santé, sont eux très bien rémunérés. Donc là, c'est pareil, la décroissance à travers ça, elle repose la question non pas de ne pas travailler, mais comment on peut sortir d'une société d'un emploi contraint où on fait des choses qui vont à l'encontre de l'électrique, mais au contraire qui va mettre en avant du sens à nos activités, qui va peut-être aussi réfléchir, c'est ce qu'on expérimente avec Cargonomia à Budapest, que Clément avait pu voir, peut-être aussi un autre équilibre entre la tête et les mains. On n'a pas envie d'avoir une vie qui n'est que concentrée sur une activité ou un simple savoir-faire, sur juste être assis devant un ordinateur toute la journée et puis faire ce que l'anthropologue états-unien David Graeber appelait des bullshit jobs. Et au moment du premier confinement, plein de cadres se sont réveillés et se sont dit ben, ça fait 2 mois que je ne travaille plus, la société tourne toujours, à quoi je sers? Ce qui est d'une violence effroyable. Dans une société, l'être humain est un animal social qui a besoin de s'accomplir, qui a besoin de faire des choses qui ont du sens. Et c'est extrêmement violent. Si le chômage est violent, si la précarité au travail est violent, le non-sens dans nos activités est violent aussi. Et puis, poser la question des éthiques, se lever le matin pour faire des choses qui vont en compte notre éthique, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Donc on pose cette question-là. Et dernier point que j'ai envie de partager avec vous autour de cette pensée multidimensionnelle dans la décroissance, qui est peut-être de repenser un autre rapport à la technique, au développement, à travers un penseur qui m'a énormément inspiré, qui s'appelle Ivan Illich, qui était d'origine austro-hongroise, qui a fait une carrière assez délirante en allant un peu partout à travers le monde. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup analysé. Et dans les années 70, il a publié un livre qui s'appelle La convivialité. Et ce livre résume énormément sa pensée et il fait une analyse assez provocatrice, assez froide de l'inefficacité de nos approches développementistes ou uniquement tournées vers un progrès qui se limiterait à l'innovation technique de nos organisations, de nos outils, etc. Et Ivan Illich, un exemple, dans les années 70, il calcule quelle est la vitesse moyenne d'une voiture, outil extrêmement puissant, extrêmement rapide, fait pour rouler à de fortes vitesses, etc., mais qui, et c'est ce qui met en évidence, et on peut faire la même chose aujourd'hui, dans son utilisation s'avère être totalement inutile, voire contre-productive, puisqu'il calcule que la vitesse moyenne d'une voiture aux États-Unis dans les années 70, si on prend aussi en compte le temps que l'on doit travailler pour financer sa voiture et l'infrastructure qui va avec, est autour de 5 km/h. Donc grosso modo, on va aussi vite que la marche à pied. Et il nous invite non pas à dire qu'il faut rompre avec l'innovation technique, mais il faut la dompter. L'innovation technique est quelque chose qui doit arriver à un stade où on a réfléchi nos organisations sociales et elle arrive ensuite pour faciliter des organisations sociales qui font sens. Et il parlait de seuil de contre-productivité. Je vous invite à faire cette réflexion, ce travail, c'est qu'à chaque fois que l'on met en place un outil qui est censé nous libérer du temps, qui est censé répondre à des besoins, qui est censé améliorer nos vies, qui est censé faciliter la démocratie, le dialogue, le vivre ensemble et ainsi de suite, on va le déployer et à un moment donné, on va se retrouver face à un seuil de contre-productivité qui va nous obliger, dans le même imaginaire, à trouver une nouvelle technologie palliative pour résoudre les problèmes qui sont les conséquences de ce seuil de contre-productivité. Et ces technologies, ces outils palliatifs qu'on va mettre en place vont eux-mêmes faire face à ce seuil de contre-productivité. Donc là, c'est pareil dans notre rapport à la technique, à l'innovation. On est comme le hamster dans sa roue et la décroissance nous invite non pas à rompre avec l'innovation, mais à se reposer la question de quelle innovation on parle. L'innovation sur, par exemple, comment organiser différemment la place des anciens ou des enfants dans la société a autant de valeur qu'une innovation qui serait que concentrée sur la 5G. L'innovation, c'est l'intelligence collective. Mais l'innovation, ça peut être aussi, et j'y reviendrai, sous forme technique, avec les low-tech. Et quand on est dans les low-tech, on se rend compte que c'est beaucoup plus ingénieux et beaucoup plus intéressant que d'aller vers purement du technique bourrin, où on va aller toujours plus précis sur des choses
que peu de personnes comprennent, etc., mais qui sont au bout du compte dénuées de sens. Donc c'est quelques idées qu'on peut retrouver chez les précurseuses, les précurseurs de la décroissance, toute une matrice de réflexion très anthropologique, très multidimensionnelle sur qu'est-ce qui est vraiment important pour avoir une vie qui a du sens et comment individuellement, collectivement, sociétalement, on y répond de manière soutenable en prenant en compte les limites planétaires, mais aussi avec beaucoup d'ingéniosité, de manière juste, de manière conviviale, de manière démocratique, en inventant des modèles économiques alternatifs, des techniques différentes, comment on les met en commun, comment on les partage, comment on les utilise, pour quel usage, et ainsi de suite. Et de ce slogan provocateur, de cette pensée, la décroissance est devenue un mouvement. Un mouvement qui s'articule principalement autour de 4 niveaux. Et ça va rejoindre l'une des questions, le niveau individuel, ou comment, d'un point de vue individuel, je me pose des questions que l'on peut toutes et tous se poser. Comment réduire mon empreinte environnementale, mais aussi comment me libérer, comment m'émanciper d'un certain nombre de contraintes sociétales qui me poussent à consommer toujours plus de trucs dont je n'ai pas besoin, ou à aller faire accepter des boulots dans lesquels je ne vais pas m'épanouir. Alors cette démarche est intéressante, je rejoins ce que j'évoquais tout à l'heure sur les études qui montrent qu'il y a une majorité dans la société qui aspire à vivre différemment. De la même manière, dans les comportements individuels, on observe depuis quelques années des dynamiques tout à fait intéressantes, qui sont loin d'être majoritaires, qui sont loin d'être à la hauteur des enjeux, qui sont bien inférieures aux quantités de personnes qui aspirent à changer, parce que nous ne sommes pas libres. C'est très facile de dire « je veux rompre avec le système dominant », c'est plus difficile à faire quand on a un emprunt étudiant, quand on a des enfants avec des factures à payer, quand on a aussi une famille avec des gens qui autour de nous, ou des amis qui n'ont peut-être pas les mêmes réflexions, les mêmes démarches de questionnement que soi, donc on est assez isolé, etc. Donc c'est important de passer au deuxième niveau, qui est complémentaire. Le deuxième niveau, le niveau collectif, qui permet de proposer des espaces à celles et ceux qui font ces pas de côté, de s'épanouir collectivement dans l'expérimentation, l'invention de modèles économiques, de manières de produire, de manières d'échanger, de manières de prendre des décisions en rupture avec le système dominant. Et là, pareil, toutes les études montrent qu'il y a toute une créativité, des dynamiques merveilleuses partout dans le monde autour de ces initiatives. Qui peuvent être une monnaie locale, qui peuvent être un espace de gratuité, on échange gratuitement des choses dont on n'a plus besoin, qui peuvent être un jardin en permaculture dans une ville, qui peuvent être un atelier low-tech d'autofabrication de systèmes low-tech pour l'isolation thermique ou des systèmes de chauffage solaire thermique, qui peut être un atelier vélo, on fabrique des vélos cargo et ainsi de suite. Et il y a toute une pléthore, une créativité, une ingéniosité, des dynamiques merveilleuses dans tous ces lieux. Vraiment super. Mais là aussi, c'est pareil. Tout le monde ne peut pas faire ce pas de côté parce qu'on est contraint. On n'a pas ni le capital social, culturel, économique. On dit, moi, je quitte mon boulot, puis je vais aller faire mon petit jardin en permaculture. Ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut 2 autres niveaux autour desquels on articule toutes ces questions-là. Le suivant, et j'ai déjà montré tout à l'heure quand je montrais Extinction Rébellion et les jeunes pour le futur, c'est la résistance. Mais la résistance, ça passe aussi par ce qu'on fait avec Clément. Quand il dit qu'il ne fait rien, en fait, il fait énormément de choses. Ce n'est pas un travail classique, mais il milite. Il ouvre des débats, il écrit des textes, il participe à la publication de livres comme le livre de Marine Miller, etc. Et on a besoin de faire ce qu'on est en train de faire là ce soir, c'est-à-dire de pousser au débat, de se rencontrer, de dialoguer, de questionner, de se poser des questions, de se rendre compte qu'on n'est pas seul par rapport à ces questions, et puis à faire vivre l'intelligence collective pour commencer à co-construire des solutions qui vont aller sur le niveau suivant, qui est le niveau du projet. Et le projet, il y a toute une pléthore de publications, et on retrouve beaucoup ça dans mes livres, sur les propositions concrètes d'un point de vue de transformation sociétale, économique, sociale, que propose la décroissance pour permettre à cette majorité qui aspire à vivre différemment, à vraiment être autonome, à s'emparer de ses choix de vie et à commencer à co-construire ces modèles de société alternatifs qui seraient basés sur d'autres principes comme l'écoféminisme, comme les communs, comme la relocalisation ouverte, etc., etc. Et là, on va retrouver des idées comme le revenu de base, où on va permettre à des gens comme Clément d'avoir une vie digne, tout en se réappropriant son temps, ses choix, ses activités,
et faire les choses différemment, de permettre à des gens qui aujourd'hui souffrent en tant que cadres dans l'industrie automobile, parce qu'ils se rendent compte que ça n'a plus de sens de construire des voitures, ou dans le complexe militaro-industriel, et les ingénieurs aujourd'hui, c'est dans ça que la plupart de mes potes de l'école dont je suis diplômé à l'époque travaillent aujourd'hui et en souffrent, disent ben voilà, je suis libéré, j'ai la possibilité économique de m'extirper de ça, et de mettre à profit mon expérience, mes compétences, acquises aussi en école, pour faire d'autres choses. Un atelier vélo, du low-tech, une isolation thermique dans mon quartier, des gens qui sont en précarité énergétique, etc. Et donc la décroissance en tant que mouvement citoyen, elle fait articuler toutes ces questions-là, etc. J'ai déjà évoqué ça. On en arrive à un autre sujet. Alors, autour de toutes ces questions, parce que je suis quand même un peu ingénieur de formation, même si j'ai quitté toute cette affaire-là il y a déjà pas mal de temps, puisque je suis diplômé depuis, j'avais calculé, 18 ans. Hein, ça lui fait plaisir de me rendre plus vieux. J'ai été très agréablement surpris, alors que ces questions-là, liées aux écoles d'ingénieurs, liées aux élèves ingénieurs, liées au monde de l'ingénierie, étaient peu présents dans mes expérimentations, mes écrits pendant plusieurs années. J'ai été très agréablement surpris qu'au cours des années, du milieu des années 2010, j'ai commencé à être sollicité par des jeunes comme vous, ou des jeunes professeurs en école d'ingénieur qui disaient il faut qu'on pose la question de la décroissance par rapport à l'ingénierie, par rapport au rôle des ingénieurs dans notre société. Et on a commencé à initier différents petits projets de recherche ici ou là, notamment à Centrale Nantes. Centrale Nantes a été une école pionnière, du moins avec moi. D'autres ont fait d'autres choses. Je pense à l'INSA de Lyon aussi, qui a fait des choses très intéressantes assez vite. Et puis petit à petit, on a rencontré des gens, on a commencé à accueillir aussi des élèves ingénieurs dans notre coopérative Cargonomia à Budapest. Et puis il y a eu à un moment donné une très très belle dynamique au cours de l'année 2019. Merci Clément. Juste après ton discours, d'ailleurs, ton discours a précédé cette dynamique, où plusieurs élèves de Centrale Nantes, mais aussi d'autres écoles en France, ont rejoint Cargonomia, et puis on a dit on va lancer tout un projet de réflexion, de discussion sur comment transformer nos écoles, nos enseignements, le contenu de nos enseignements, comment réfléchir collectivement sur qu'est-ce qu'un ingénieur, à quoi il sert dans la société aujourd'hui. Tu posais ces questions dans ton discours, dans la vidéo lors de la remise des diplômes. Comment il est perçu dans la société, c'est-à-dire quel rôle la société donne à cet ingénieur. Un ingénieur aussi, quelles compétences il a. Il y a des compétences merveilleuses par rapport aux défis qui sont les nôtres. Est-ce qu'elles sont vraiment utilisées à la hauteur de ce qu'elles pourraient apporter? Est-ce qu'un ingénieur n'a pas un rôle sociétal autre à jouer sur les débats qu'on est en train d'avoir, et puis aller expliquer aux populations c'est quoi un baril de pétrole, c'est quoi un taux de retour énergétique, c'est quoi l'entropie, c'est quoi les low-tech, et ainsi de suite. Et on a initié tout un travail collectif, et j'invite peut-être Clément à conclure là-dessus, présenter les choses, avec toute cette équipe. On y a pris beaucoup de plaisir. On a donné aussi l'idée à notre amie journaliste du Monde de faire ce bouquin-là, entre autres, puisqu'elle nous a rendu visite à Cargonomia. Et puis, on est arrivé à la publication d'un rapport, et aussi dans ce rapport à la proposition de toute une méthodologie participative qui permet de se poser les questions collectivement, et qu'on vous invitera, vous, à vous emparer ou pas de cet intitulé. Et peut-être que Clément, tu peux commencer à partager quelques résultats autour des questions qu'on s'est posées lors de cette année. Donc je dois rendre à César ce qui lui appartient. C'est Corentin Gaillard et Paul-Henri qui étaient à Cargonomia avec Vincent. Moi, je suis passé pour les aider, mais cette méthode, elle est pas de moi directement. Et donc, c'est un atelier que moi, je vous invite à mettre en place dans votre école et à faire vivre pour justement questionner. C'est un peu ce qu'on vient faire aujourd'hui, mais on n'a pas le temps de faire tout cet atelier. Et donc, il se passe en plusieurs temps. Dans une première partie, on propose aux personnes de se questionner sur le rôle de l'ingénieur aujourd'hui. Donc, ce qui a pu ressortir de ces échanges, c'est que l'ingénieur, c'est un expert technique, c'est-à-dire qu'il va maîtriser un domaine sur le bout des doigts, il va avoir vraiment des compétences sur ce domaine. Et pour répondre à ta question, moi, je t'invite et je vous invite à rester dans votre école. Ce serait trop bête de la quitter maintenant alors que vous y êtes et que vous pouvez apprendre des choses.
moi, l'expérience de l'école, ça a été une très bonne expérience où j'ai pu apprendre, j'ai pu avoir du temps aussi à l'extérieur pour aller découvrir d'autres alternatives et aussi développer un esprit critique et remettre en question certaines choses qu'on venait m'apporter tout cru dans certains cours. Ça ne m'a pas empêché de remettre en question certains enseignements, mais je trouve que c'est important d'être dans ces écoles et de les faire bouger. Et en fait, en tant qu'élève, on a un immense rôle à faire bouger toutes ces lignes sur le changement climatique, sur la transition. Donc je disais, ouais, l'ingénieur, c'est un expert technique qui a vraiment du coup cette expertise et qui peut la mettre à profit de la société. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On pourra vous envoyer le rapport pour le mettre en lien avec cette conférence. Pardon. Donc il est vu comme un expert technique capable de résoudre tous les problèmes. Donc ça a le corollaire d'avoir le problème de jamais se poser la question des causes. Donc il est vraiment expert des problèmes et il les solutionne, mais jamais il va se poser la question sur les causes. On a pu voir aussi que l'ingénieur aujourd'hui, il était au service des entreprises, alors que sa construction a beaucoup plus été d'être un acteur au service de l'État. L'ingénieur, il est créé en 1747, une période où on a créé l'école royale je ne me rappelle plus l'intitulé, tu te rappelles ou pas? Des ponts et chaussées, je crois que c'était École royale des ponts et chaussées. Et donc c'était un moment où on avait besoin de développer le pays avec des infrastructures, puis après de développer l'industrie, puis finalement de gérer l'industrie. Et donc là, on voit dans toute une phase depuis 30-40 ans, une migration du rôle d'ingénieur sur des postes de management, et on voit dans les écoles arriver des cabinets de conseil qui vont venir dispenser des cours pour devenir un bon manager et devenir un bon gestionnaire de projet. Donc on voit que petit à petit, alors que l'ingénieur était finalement devait être au service de la société, et donc c'est pour ça que l'État investissait beaucoup dans sa formation, aujourd'hui, à la fin du circuit, on est beaucoup plus au service des entreprises, et donc les entreprises sont comme des clientes. C'est pour ça qu'elles financent très fortement les écoles d'ingénieurs, pour qu'à la fin, on leur fournisse de bons étudiants et de bons cadres qui vont être gestionnaires de projet. J'en profite, ça me permet de répondre à ta question, pourquoi je suis au chômage. Bon, il y aurait tout un tas de facteurs en ce moment pour répondre à cette question qui me met un peu dans l'embarras quand je viens intervenir sur des conférences comme ça. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a plusieurs problèmes. On va me reprocher sur certains postes un manque d'expérience structurante, c'est-à-dire dans certaines entreprises de grands groupes ou certaines choses comme cela. De l'autre côté, on va me reprocher d'être trop diplômé. Ça c'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai postulé au Secours populaire et le directeur de l'agence Mancel m'a dit « Ah non, mais Clément, tu es beaucoup trop diplômé, tu vas créer du désordre interne avec ton diplôme et tes compétences, je ne peux pas te prendre. » Donc on est sans cesse pris dans cet écueil. Et un autre facteur que moi j'ai remarqué, c'est qu'en fait, des offres d'emploi alignées avec nos valeurs, il n'y en a pas des tonnes. Et donc en fait, sur ces offres d'emploi, et ça vous en ferez l'expérience, j'en suis sûr, c'est malheureux pour vous, on va être mis en compétition, mais vraiment très ardue, avec des personnes qui, elles aussi, avec beaucoup plus d'expérience, font ce cheminement de conscience sur leurs valeurs, mais qui ont 20 ans d'entreprise dans des grands groupes et qui arrivent sur les mêmes offres d'emploi que nous, sur des associations ou sur des entreprises à fort impact social. Et donc on est en compétition avec ces personnes-là, et bien souvent on va nous dire « Ah bah, merci pour votre candidature, mais on a préféré prendre quelqu'un qui avait plus d'expérience que vous. » Et comment en vouloir aussi à ces associations qui souvent sont en grand manque de subventions. Le quinquennat Macron n'a pas fait dans la dentelle dans ce qui est de la coupe budgétaire par rapport à tout le milieu associatif. Et donc, elles vont forcément chercher les gens qui ont le plus d'expérience pour les missions pour lesquelles, qu'on va leur donner. Je me perds, moi, dans mes explications. Donc, voilà, je vous invite à lire le rapport si ça vous intéresse et à surtout mettre en application cette méthode. Et donc, dans un deuxième temps, idéalement, on se questionne sur quel devrait être le rôle d'un ingénieur
dans une société de décroissance ou du moins qui essaie d'y aller en transition pour aller vers une société de décroissance. Et là, on se rend compte que ce rôle d'expert de l'ingénieur, il va être ultra important dans la société de décroissance. Je prends un exemple que Jean Covici se plaît à citer. Si par exemple on arrêtait demain le nucléaire, il faudrait encore des ingénieurs dans le domaine nucléaire pendant des centaines et des centaines d'années, parce que on n'arrête pas du jour au lendemain des processus nucléaires. Il va falloir du temps, et il va falloir du temps surtout pour les piloter dans le long terme. Et donc cet exemple, on peut le développer sur d'autres secteurs. La hauteur sur les enjeux de l'ingénieur, moi je la trouve très intéressante, et souvent quand on arrive dans des projets, on va pouvoir avoir cette hauteur et aider réellement les projets à se réorienter. Bon, par contre, il y a d'autres écueils, c'est que souvent on arrive avec une casquette gestion de projet et petit chef. Ça, c'est notre formation et les écueils de notre formation. Et donc là, il faut se remettre un peu aussi dans la juste mesure de notre rapport aux choses. Et donc, dans un dernier temps, quelle transition vers ce nouveau rôle de l'ingénieur? Et là, c'est une étude de cas. Je me souviens quand on l'avait fait à Cargonomia, c'était sur la machine à laver, je crois. Une fois sur la machine à laver. Et là, en fait, c'est ce que tu as peut-être oublié de préciser, Vincent, dans ta présentation, c'est il y a une question pour nous qui est centrale en tant qu'ingénieur, c'est la question de l'usage. C'est-à-dire qu'on met en place des procédés techniques de l'innovation, mais sans jamais poser la question de l'usage. À quoi servent les objets qu'on est en train d'innover? Et si on ne pose pas cette question de l'usage, il y a de fortes chances qu'à la fin, l'usage développé, on pourrait prendre la question de la 5G, qui multiplie l'usage de nos smartphones, qui nous invite à toujours plus se servir de ces smartphones pour des passes sanitaires, du contrôle sanitaire, pour aller manger aux rues et mettre de l'argent sur un compte. Et si vous n'avez pas cet argent-là sur ce compte, vous ne pouvez pas aller manger, alors que pourtant on avait de l'argent dans les poches, mais on n'avait pas les points. Enfin, voilà. Questionner tous ces usages qui en fait nous mettent de plus en plus en porte-à-faux par rapport à notre société. Et donc, si on pose pas cette question de l'usage, par exemple, on va innover comme on le fait depuis plus de 50 ans sur la consommation de nos véhicules. Et on se retrouve 50 ans après, si vous prenez les 2 chevaux ou les 4L, on était à 5 litres au 100 quand elles ont été produites. 50 ans plus tard, la consommation des véhicules, c'est toujours 5 litres au 100. Pourtant, les moteurs, ils sont infiniment plus performants qu'à l'époque. Sauf que ce gain en efficacité énergétique n'a été mis en place dans le seul but d'incorporer plus de confort à l'intérieur du véhicule et donc plus de poids. Et donc là, on est sur le syndrome de l'effet rebond et du paradoxe de Geddos, c'est ça? Vincent, tu me coupes si... Givens, pardon. Et donc, on se retrouve avec un problème d'effet rebond et d'efficacité qui est mis à la mauvaise finalité. Est-ce qu'on a répondu à toute la première salve de questions, Vincent? Je crois qu'on en avait encore certaines. Donc, rester dans l'école, ça, on a répondu. Pourquoi je suis au chômage? On a répondu. C'est pas un but, hein. Enfin, j'aimerais bien trouver une activité dans laquelle je me plais. Ça me cause pas mal de problèmes avec mes parents d'être au chômage en ce moment. Normal, hein. Non, mais enfin, je veux dire, c'est évident. Là, dans la société actuellement telle qu'elle est construite, il faut que j'ai une activité salariée pour subsister. Si j'en ai pas, je me retrouve à vivre au crédit d'autres personnes et je peux vous assurer que c'est pas une situation très agréable. Donc, j'essaie de chercher pour pas me retrouver dans les entreprises dans lesquelles je vais finir par faire une crise existentielle à me retrouver derrière un PC. Mais ce n'est pas une tâche facile. En fait, quand on a mis le pied dans l'engrenage de toutes ces questions, et je pense que là-dessus tu me rejoindras, il faut être bien entouré et se construire un réseau qui pourra nous aider dans ces temps-là. Sur le point sur la neutralité carbone et la confusion avec l'empreinte carbone, je pense que c'est une très bonne chose que chaque entreprise fasse le calcul de son empreinte carbone, que ce soit par des méthodes du bilan carbone ou du sac à dos écologique. Toutes ces choses-là, ce sont des bonnes choses. L'écueil qu'on va voir dans le monde de l'entreprise, c'est que très vite, une fois que cette étape-là elle est faite, c'est qu'elles vont directement penser à comment elles vont compenser leur empreinte carbone, sans regarder comment elles peuvent la réduire. Alors que compensation sans réduction, ça équivaut à ne rien faire. Et donc ce problème de la compensation carbone, on se retrouve avec
des billets d'avion neutres en carbone. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Enfin, là, c'est que l'objet neutralité a été complètement phagocyté par le système qui fait vendre des billets d'avion. Sur la campagne présidentielle, je vous invite à aller voir l'étude publiée par France Info et les Shifters, donc l'organe duquel dépend Jean Covici et consorts, qui ont fait une étude sur les programmes et de quelle manière ils sont alignés avec les stratégies bas carbone pour atteindre les objectifs de la COP pour le climat à Paris. Et donc dans cette étude, 2 programmes ressortent comme étant proches des objectifs de la France, celui de M. Jadot et celui de M. Mélenchon. Moi, personnellement, pour rien vous cacher, je suis militant du... Tu l'as déjà dit. Ouais, mais je pense que c'est vraiment important de le répéter. Je suis militant de l'Union populaire et juste pour un mot sur cette campagne, je pense que le niveau du débat, le seul qu'on nous offre dans cette élection présidentielle, c'est-à-dire celui du second tour, sera beaucoup plus respirable pour tout le monde et sera beaucoup plus fédérateur si c'est une personne de gauche qui est au second tour face à Emmanuel Macron. Et là, la seule personne de gauche qui est capable d'aller au second tour pour l'instant, c'est Jean-Luc Mélenchon avec le programme de l'avenir en commun. Et donc, je vous invite vraiment à considérer cette chose-là et à faire en sorte que ce soit sur les sujets sociaux, donc des inégalités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Donc, il y a un grave problème d'inégalité et qu'on ne fera aucune justice climatique si on n'a pas de justice sociale en premier lieu. Donc, les deux sont vraiment liés et je vous invite à réfléchir à ça. Et je crois que j'ai fait le tour des questions qui étaient posées. Tu veux qu'on en pose d'autres ? On va prendre d'autres commentaires et questions, parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça après que tu aies fait ta propagande politique sans qu'ils puissent réagir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou des commentaires à la suite de ce court propos introductif qui malheureusement est que superficiel du fait du peu de temps qu'on a, mais qui a pour vocation à vous inviter à vous en imprégner d'autant plus en lisant et aussi en expérimentant ce questionnaire. Juste rapidement, avant de donner la parole, je rajoute un truc sur la question du bilan carbone des entreprises. En fait, ce n'est pas un bilan carbone qu'elles devraient faire, c'est ce questionnaire-là. Parce que ce questionnaire prend en compte pas uniquement des indicateurs physiques, et en plus, si on fait que le bilan carbone, on ne pose pas d'autres questions qui peuvent être l'impact en eau, l'impact en biodiversité, qui peuvent être la dépendance que l'on a à certaines ressources finies qui elles-mêmes vont avoir des impacts sur d'autres ressources et ainsi de suite, mais qui ont une réflexion beaucoup plus multidimensionnelle, et ce sera mon mot de conclusion, qu'on retrouve dans la décroissance. C'est-à-dire qu'il y a dans cette approche, il y a toute la dimension des limites physiques par rapport à ce qu'une entreprise ou un acte de consommation qui paraît être banal dans notre société implique, mais il y a aussi toute une réflexion beaucoup plus culturelle quant à nos usages. Et très souvent, on se rend compte que le meilleur moyen de réduire l'impact environnemental des choses essentielles pour répondre à nos besoins fondamentaux, il est lié à l'usage, c'est-à-dire à une réorganisation et culturelle et sociale de nos systèmes, de nos institutions, de nos manières de vivre, de nos manières de produire, d'échanger, de partager. Là où l'impact que pourra avoir un ingénieur dans son rôle extrêmement réduit qui lui est confié aujourd'hui, qui consiste à revoir, optimiser les processus de conception et de production, n'est pas suffisant par rapport aux hauteurs des enjeux. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que cette étape-là ne doit pas être faite, mais elle a d'autant plus de sens qu'elle s'inscrit dans une transformation sociétale beaucoup plus grande, dans laquelle l'ingénieur a un rôle central à jouer, notamment en termes d'éducation populaire et d'éclairage des débats sur des choix qui devront être nécessairement démocratiques. Je vous laisse la parole. Vous avez beaucoup évoqué le projet Cargonomia et la Hongrie, etc. Et du coup, voilà, c'était pour savoir qu'est-ce que c'est. Peut-être plus en détail, si on a le temps. J'ai une petite vidéo, je montre la vidéo. On prend les questions, puis je montre une petite vidéo, ça permet de faire un petit break aussi. Ouais, du coup, il me semble que vous avez dit que l'innovation n'avait parfois pas de sens. Il y a un truc que je comprends pas trop là-dessus, c'est que pour moi, le fil rouge de l'humanité, c'était toujours l'acquisition de connaissances de plus en plus loin. Et du coup, ce qui aurait moins de sens, enfin, la vraie question qui serait à poser, c'est plutôt l'utilisation ou non de ces innovations dans l'industrie, plus que le fait de vouloir toujours innover plus, non ?
Alors, je vais répondre directement sur cette question ou on prend d'autres Vas-y, prends d'autres. C'est que j'adore ce sujet, alors j'ai envie de sauter dessus, quoi. Je suis hyper enthousiaste. Tout à l'heure, vous avez dit que vous nous poussiez à finir nos études, mais j'avoue que moi j'ai un peu du mal à voir aujourd'hui comment mes études, comment ce que j'apprends à l'école, ça pourrait me servir plus tard pour faire de la décroissance. Et notamment, j'ai l'impression que on nous donne aucun outil pour réfléchir, et au lieu de faire tout le temps et pas réfléchir un petit peu sur pourquoi on fait ça. Donc, est-ce que ça a vraiment un sens aujourd'hui, les études qu'on fait, et est-ce qu'à l'issue de ces études, il y a des métiers qui peuvent aider à la décroissance qui sont accessibles, quoi. Dites pas qu'il vous apporte rien, il y a déjà cette conférence ce soir. Hein. Moi, de mon temps, ça n'existait pas. Hein. Donc, c'est déjà un cadre de débat et de réflexion qui n'est pas inintéressant. Mais pour répondre, je dirais que la question, il ne faut pas l'adresser à nous, mais à vos camarades et à votre corps enseignant. Il ne faut pas l'agresser de manière agressive ou négative, mais en leur tendant la main et en disant mais comment on s'assoit ensemble. Et ça peut commencer par ce questionnaire qu'on a montré tout à l'heure, ça peut commencer par le partage de livres, de réflexions, dans toutes les écoles où on passe avec Clément, et déjà toi même quand tu étais il y a quelques années, les choses s'accélèrent, quand tu étais à Centrale Nantes, etc., il y avait ce questionnement qui était très présent, très prégnant. Et ce que j'observe, c'est que c'est à travers le dialogue dans les écoles que les lignes, elles commencent à bouger. Elle ne bouge peut-être pas assez vite. Vous êtes jeune, c'est normal, vous avez envie que ça aille très vite. Et vous avez entièrement raison. Les défis auxquels on fait face nous obligent à bouger très vite. Mais il y a des inerties qui font que c'est compliqué. Donc soyez patient avec votre corps enseignant, mais en même temps exigeant et déterminé pour leur imposer tous les débats qu'on a pu avoir ce soir, qui peuvent prendre d'autres formes, et qui, à mon avis, vont amener à transformer en profondeur très vite la forme, le contenu des enseignements et beaucoup de choses dans les écoles et dans le monde du travail. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais tout ce qui peut être amené en termes de débat est le bienvenu. Je complète. Moi, je pense aussi qu'il y a si je ramène cette question à mon propre parcours, moi, j'ai jamais voulu être ingénieur. Je pense que c'est mes parents, le corps professoral, qui m'a poussé dans cette voie qu'on estime royale. Et c'est vrai que si on suit la ligne, et que moi, à la sortie de mes études, j'avais suivi la ligne... c'est-à-dire salariale qui m'était offerte à la suite de mes études, dans le système néolibéral, ça revêt d'une voie royale. Moi, je n'ai pas voulu être ingénieur, et du coup, c'est vrai que dans mes études, c'est posé la question du sens déjà, parce que les métiers auxquels on me formait n'étaient pas ceux auxquels je voulais être formé vraiment. Après, moi, j'ai décidé d'aller au bout, mais je pense que c'est une question personnelle qui doit animer chaque personne, savoir si elle est au bon endroit, si elle est en train de se former avec les bons outils. Mais je pense que le parcours universitaire et l'école, ça nous offre aussi beaucoup de temps à l'extérieur, et que ce temps-là peut être utilisé pour commencer à creuser d'autres sillons, et pourquoi pas faire des poursuites d'études ou des requalifications par la suite. Je te laisse. Innovation. Je vous invite à lire les travaux des historiens, des anthropologues sur toute cette question. Et en particulier, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti il y a quelques mois, et au commencement était, je crois que c'est le titre du livre, de David Graeber et David Wengrow. Et c'est intéressant parce que c'est un livre de la rencontre d'un anthropologue et d'un archéologue, et qui s'intéresse un peu à l'histoire des civilisations, et qui réécrivent toute cette narration qu'on nous a racontée, qu'il y aurait une forme de linéarité. Il y aurait cette linéarité où on a commencé avec l'homme de Néandertal, on s'est développé, puis on est devenu ce qu'on est devenu, et puis on s'est sédentarisé, puis on a inventé des outils toujours plus techniques, plus efficaces, et puis grâce à ces outils, on a créé les villes, etc. etc. Et puis aujourd'hui, on a fait la Startup Nation avec M. Macron, la 5G, et tout le monde est content, et on continue dans cette voie-là. Et en fait, l'histoire de l'humanité, quand on la regarde beaucoup plus dans le détail, on se rend compte qu'il y a eu autant de choix que de civilisations, et que notre civilisation est plutôt dans cette démarche de fuite en avant technologique, technique, d'innovation limitée à cette approche-là, est plutôt une exception. Aujourd'hui, sur la planète Terre, il y a 6000 langues de parler, donc grosso modo 6000 cultures. Et il y en a moins de 200 qui sont dans notre
imaginaire. Et dans les moins de 200, je mets les Chinois, les Indiens. Donc on représente 99,99999% de la population mondiale qui vit aujourd'hui, tout en étant une infime minorité en termes de culture. Ce qui veut dire que le choix qu'on a fait en tant que civilisation n'est pas inhérent à la nature humaine et qu'on peut faire d'autres choix. Et ces autres choix peuvent être peut-être beaucoup plus vertueux. Et d'ailleurs, c'est intéressant de s'intéresser sur le pourquoi du comment ces autres civilisations, à un moment donné, ont rompu avec une forme de fuite en avant vers le toujours plus. Et là aussi, on observe que notre civilisation est une exception, parce que c'est une des rares civilisations, il y en a eu d'autres, qui en général se sont effondrées assez violemment, qui ne pensent pas à la question des limites, qui ne pensent pas à la question de l'hubris. Et nous, on est complètement dans une civilisation qui aujourd'hui pense, et c'est toute la base du modèle économique qui régit nos sociétés aujourd'hui, pense que l'on peut dépasser les limites physiques, que l'on peut dépasser, que l'on peut décider de ne pas respecter les lois de la physique. Et d'ailleurs, l'un des pères de la décroissance avait écrit un article universitaire majeur à la fin des années 60 qui s'appelait « La loi de l'entropie et les processus économiques » et qui, dans les années 70, amenait les économistes à se dire on va devoir réformer en profondeur et les sciences économiques telles qu'elles sont enseignées dans les universités et nos systèmes économiques tels qu'ils régissent nos sociétés, parce que tels qu'ils sont faits, on est dans le déni de la deuxième loi de la thermodynamique, qui est la loi de l'entropie. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le déni de ce que vous, ingénieurs, utilisez dans votre quotidien. Vous n'allez pas dire on va créer une voiture sans prendre en compte la loi de l'entropie. Et en fait, on a complètement ignoré ça, on a continué tête baissée dans cette même direction. Et on est dans cette hubris qui, comme Bernard Maris le rappelait, qui était un grand économiste hétérodoxe, malheureusement assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo, mais il faisait une analyse de notre rapport à la mort dans nos sociétés capitalistes extrêmement intéressant, où il disait, à travers le capitalisme, d'un point de vue inconscient, on est dans une fuite en avant du déni de la mort, et on espère pouvoir accumuler toujours plus, ou quand on se retrouve à l'orée de la mort, on pourra acheter l'immortalité. Et aujourd'hui, c'est ce vers quoi notre modèle civilisationnel, en allant toujours plus vers le transhumanisme, etc. Il y a des sommes monstrueuses d'investir dans le transhumanisme. Donc si vous voulez faire carrière aujourd'hui, il vaut mieux aller vers le transhumanisme que les low-tech. Mais peut-être que très rapidement, dans quelques heures ou demain, ça va changer. Et en fait, quand on relit tous ces travaux d'anthropologues, etc., ça rejoint toute cette réflexion. C'est que l'innovation, elle peut prendre énormément d'autres formes. Et ces anthropologues et archéologistes, David Wengrow et David Graeber, ils nous enseignent que dans plein d'autres sociétés passées, ou encore présentes aujourd'hui, des choses qui sont invisibles pour notre manière d'imaginer la société occidentale étaient en fait extrêmement innovantes. Mais l'innovation n'allait pas prendre la place de toujours plus de techniques dans la société, mais d'autres formes d'organisation sociale. Où on allait, par exemple, à certains moments de l'année, être nomade, et à d'autres moments de l'année, on allait se sédentariser et partager les choses. Où on allait réfléchir notre rapport à la mort. Comment, de manière solidaire, on pense la mort, non pas comme nous dans le déni, et puis on finit avec le scandale Orpea, des EHPAD, etc., qui est d'une barbarité monstrueuse. On allait réfléchir à la place de l'enfant dans la société, et pas se retrouver aujourd'hui, quand on bosse pour une multinationale et qu'on a des gamins, on ne les voit pas grandir, alors qu'on aimerait les voir grandir. Et en fait, l'innovation, ce qui ne veut pas dire, une fois de plus, que l'intelligence collective qu'on a créée d'un point de vue technique, etc., elle doit être, elle aussi, encastrée dans des réflexions beaucoup plus globales. Et dans des réflexions beaucoup plus globales, les débats sur comment utiliser les connaissances techniques qu'on a aujourd'hui vont vraiment être au service de la libération du temps libre, au service du bien-être, au service de l'entraide, au service du partage. Là où aujourd'hui, elles s'inscrivent dans une logique aliénante. On est toujours plus aliéné. Et il y a vraiment toute une réflexion critique à avoir. Et critique, c'est-à-dire ne pas le faire, mais au contraire d'avoir un comportement adulte, avoir un comportement autonome par rapport à l'innovation technique pour la dompter, se la réapproprier. Oui, envie de répondre. Oui, j'ajouterais juste avant que tu répondes. J'ai lu dernièrement dans une revue de contre-histoire qui s'appelle Bras Zéro comment la formule qu'on entend souvent quand on essaie de débattre justement d'un nouvel avènement, d'un progrès technique et qu'on entend « on n'arrête pas le progrès », comment cette phrase, ce bout de phrase est devenu un slogan et a été construit au 19e siècle en pleine révolution industrielle et comment au fil du temps c'est devenu une fin de non-recevoir de tout débat sur le progrès.
Et je pense que la décroissance, en fait, c'est une émancipation morale par rapport à ce diktat du progrès technique. En fait, c'est juste rappeler que le progrès, il peut venir de plein d'autres formes. La connaissance, les connaissances, pourquoi on va les chercher, c'est pas forcément en fait pour créer une nouvelle innovation, un nouvel hubris, comme tu dis, et en fait, ça peut venir d'autres choses. Et j'ajouterai encore un exemple. J'ai essayé de monter en 2019, juste avant de venir te retrouver au Mans, un tiers-lieu voilà, d'animation sociale dans la ville où j'étais. Et le projet se passait bien. On avait vraiment monté un bon groupe d'action. On avait des élus derrière nous. Et on est arrivé devant le boss final. Et le boss final, c'était Stéphane Le Foll, l'ancien ministre sous Hollande de l'agriculture et ancien porte-parole du gouvernement. Et quand on est arrivé devant lui, il a vraiment fait preuve de tout ce qu'on peut penser de certains hommes politiques dans leur arrogance et dans leur jusque-boutisme. Il nous a complètement censuré et il a complètement arrêté ce projet. Et il a eu cette formule que je retenais, il a dit, nous dans notre projet on portait une innovation sociale, un progrès émancipateur pour les gens au Mans. Le Mans c'est une ville comparable à Clermont-Ferrand, je pense, où il y a beaucoup d'usage de la voiture, parce que les villes ont des usines, vous avez Michelin, nous au Mans c'est Renault, donc ça a été construit autour de ça, et du coup ça crée beaucoup de problèmes pour les Manceaux, dans tous les enjeux qu'on peut voir aujourd'hui avec l'augmentation du prix de l'essence et j'en oublie. Et donc on portait une démarche d'innovation sociale et il nous a dit comme ça, mais vous savez, finalement, c'est moi qui suis pour l'innovation. Je propose d'ailleurs et je développe des bus à l'hydrogène dans la ville. Et c'était sa seule réponse sur l'innovation. Et on voit encore que pour lui et pour beaucoup d'hommes politiques en France, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est comme ça qu'ils ont été formés et puis ils n'ont pas beaucoup remis en question ce modèle-là. L'innovation ne peut passer que par le progrès technique, alors qu'il y a plein d'autres champs. J'ajoute, le temps que tu lui donnes le micro, c'est que tu parles de M. Le Foll, mais on peut citer M. Macron, quand il a dit « je ne crois pas dans le modèle Amish ». Et tu as utilisé le mot « croire », et on est complètement dans le domaine de la croyance. Et de la même manière, la plupart des politiques dominants, et pas qu'en France, hein, c'est le cas en Hongrie où je vis aussi, etc., quand ils vont parler d'innovation ou de croissance, ils vont jamais dire on a analysé avec nos experts si c'était quelque chose de souhaitable, si c'était quelque chose d'efficace pour le bien-être de notre société, pour répondre à nos besoins fondamentaux, etc. Par exemple, de déployer la 5G. On va avoir une narration qui va être je crois dans le progrès et donc je crois à la 5G. Et on est complètement dans une question de croyance avec toute. Et il y aura, je ne sais pas s'il vient finalement, mais dans l'Observatoire, il y a un historien qui étudie un peu tout ça, qui s'appelle François Jarige, et qui a fait tout un travail d'analyse, d'études sur justement comment, entre ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle et ce que l'on nous apprend aujourd'hui dans la société occidentale, dans les écoles, sur ce qui s'est réellement passé dans la révolution industrielle, il y a un décalage énorme. C'est-à-dire que la majorité des populations étaient contre le fait d'aller travailler dans les usines. Ils allaient détruire les machines. Ça a été imposé par la violence de créer cette révolution industrielle. Et la narration qu'on a aujourd'hui, c'est que on y allait en chantant parce que ça nous permettait de rentrer dans la modernité, etc. Et une fois de plus, c'est une histoire de croyance. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Ça veut dire que l'honnêteté intellectuelle devrait nous faire dire que l'histoire nous apprend que ce n'est pas inhérent à la nature humaine, mais que c'est une construction politique qui doit être débattue de manière sereine. Après, on va pas rentrer dans un débat parce que c'est une histoire de vision aussi sûrement, mais est-ce qu'il ne faut pas séparer la recherche, qu'elle soit fondamentale ou technologique, et son utilisation dans l'industrie? Je pense que c'est ça plus la vraie question, non? Parce que la recherche, elle ne fait rien de mal en soi. Alors, je m'appelle Vincent Liéger. C'est celle-là?
Alors, je m'appelle Vincent Liéger, ça fait 17 ans que je vis, pour simplifier, entre Paris et Budapest, et puis une bonne dizaine d'années que je m'intéresse à la décroissance. Et j'ai découvert aussi le mouvement vélo à Paris avec les Vélorussions, qui étaient très autogestionnaires à l'époque. Et autour de ce mouvement, on était très impliqués dans les squats. Et dans les squats, on a commencé à créer des ateliers vélo participatifs. Et entre-temps, je continuais à revenir de temps en temps à Budapest, et je me rendais compte qu'à Budapest, on pouvait obtenir des espaces sans pour autant passer par les squats. Et je suis revenu vivre en Hongrie en 2010-2011, et je suis tombé sur un vieux collègue, Adrien, de la Vélorussion, de ces milieux vélo français, qui est franco-hongrois. Et puis ensemble, on s'est dit, il faut qu'on lance des ateliers vélo en Hongrie. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une coloc, et dans cet appart, on a rejoint avec Adrien une communauté d'artistes qui animait dans cet appartement à la fois un espace de coworking pour des architectes, des designers, des peintres, des artistes et tout, mais aussi un espace de théâtre, de musique, de performance artistique. Et avec Adrien, petit à petit, on a utilisé cet espace pour s'en servir comme incubateur pour notre atelier vélo, qui par la suite est devenu Cyclonomia. Donc on a créé d'abord un premier atelier vélo. Et nous ont rejoint dans cette colloque, de fil en aiguille, Levente, Lévi, jeune entrepreneur social hongrois qui venait de créer une entreprise de coursier, mais qui ne voulait pas faire le boulot classique de coursier, d'amener un contrat à un autre ou des trucs à la con. Il avait entendu parler de Cyclonomia, puis il avait entendu parler des vélos cargo. Et à Cyclonomia, on commençait à fabriquer nous-mêmes nos propres vélos cargo, donc c'est la belle machine sur laquelle je suis assis. Et il s'est dit, on va travailler ensemble, vous allez me fournir des vélos cargo, et moi je vais commencer à transporter des charges plus lourdes dans Budapest. Et puis arrivait une quatrième personne qui travaillait dans une ferme bio, une AMAP à côté de Budapest, et qui dit, tiens les gars, ce serait sympa de distribuer mes paniers de légumes avec vos vélos et l'entreprise de coursier. Et c'est comme ça qu'est né un peu Cargonomia. On a fait le lien entre tout ça parce que une jeune femme à Budapest nous a rejoint, une Hongroise, Orsi, et qui elle s'intéressait beaucoup à l'économie sociale et solidaire et à la question de comment réencastrer l'économie. En particulier, comment redonner de la place dans nos sociétés à l'économie de réciprocité. Et elle a amené toute cette dimension, donc moi la décroissance, Adrien les vélos cargo, Lévi l'entrepreneuriat social et l'entreprise de coursier, et puis Logan l'agriculture soutenable, de proximité, le réseau de personnes qui achètent les paniers de légumes. On s'est fait virer de l'appartement et on a créé Cargonomia, qui est devenu une espèce de coopérative sociale. Alors Cargonomia, c'est les communs au sens large du terme, donc on a un espace qu'on met à disposition pour des personnes qui souhaitent mener des projets qui ont du sens. On a des vélos cargo, on a des outils pour faire des vélos, réparer des vélos, on a des coursiers, on a des savoir-faire, on a de la nourriture bio, on a de quoi cuisiner de la bonne nourriture bio, végétarienne quand on organise des événements. On a surtout un grand réseau avec énormément de gens qui tous les jours arrivent avec de nouveaux projets autour de l'autonomie, du faire soi-même, du low-tech, de comment vivre bien sans se prendre la tête et sans détruire la planète. Et donc, bienvenue à Cargonomia. Alors, plusieurs choses que j'aurais envie de partager avec vous, après libre à vous de m'écouter ou pas. La première, commencez petit, soyez humble et patient. Les projets qui marchent le mieux, c'est ceux qui se mettent en place en marchant. On avance en marchant, étape par étape, on apprend. Le deuxième, c'est imprégnez-vous de ce qui existe déjà et plutôt que de faire tout par vous-même en recommençant à zéro, allez voir les gens qui font déjà et créer des contacts. Et le troisième, c'est focaliser tout sur la question humaine parce que les difficultés ne sont jamais techniques, on trouve toujours des solutions à la technique, mais les difficultés, elles viennent toujours des incompréhensions, des malentendus, des difficultés qu'on a à communiquer les uns avec les autres. Donc prenez le temps de communiquer, prenez du plaisir. On peut applaudir. Hein. Donc, pour répondre à ton intervention là, juste avant la vidéo, moi je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est le gros problème de la recherche aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de sujets de recherche qui sont financés par des chaires industrielles, les possibilités de choisir son sujet et d'avoir la liberté de ton sont complètement reniées et ça serait un bon premier point pour réencastrer la recherche dans un progrès émancipateur de société. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de la création de l'Observatoire de la décroissance à Clermont-Ferrand. Et la décroissance est impliquée aussi dans plein de projets de recherche depuis pas mal d'années, notamment je pense à un réseau qui s'appelle Research and Degrowth, où on a des conférences internationales de la décroissance tous les 2 ans et depuis quelques années tous les ans et même plusieurs chaque année. Et puis on a des espaces comme Cargonomia qui est aussi un espace de recherche avec toute une réflexion très épistémologique
donc de critique, de réflexion sur la place de la science dans notre société. Et en particulier, on retrouve ça aussi dans l'Observatoire, une démarche qui va de plus en plus vers la recherche-action, c'est-à-dire une recherche où on est tous chercheurs. Et en fait, quand on regarde, si on regarde ce que faisaient nos grands-parents, ils ne publiaient pas d'articles publicitaires peut-être, mais dans leur quotidien, ils trouvaient plein de choses extrêmement intuitives, intéressantes, intelligentes. Ils étaient réflexifs sur leur mode de vie, etc., pour être plus heureux. Et on est toutes et tous chercheurs, et comment créer en fait des dynamiques citoyennes en mettant en commun les compétences, les connaissances des uns des autres dans leur diversité. Comment on avance petit à petit en expérimentant, en étant réflexif sur ce que l'on fait, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, en partageant et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a là aussi, autour de la décroissance, toute une réflexion à porter sur la recherche. Et la recherche fondamentale là-dedans, je dirais, a un rôle tout à fait fondamental à jouer. Mais là aussi, il y a toute une réflexion d'éthique et sur le sens des limites, et peut-être aussi sur une logique. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil de contre-productivité dans mes recherches dans lesquelles il est préférable de ne pas aller? Et c'est toute une question individuelle, collective, politique à poser systématiquement autour de toute recherche. On a encore un peu de temps pour des questions. On prend une dernière série de questions et puis après on ira à l'apéro. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas voler la parole aux jeunes qui sont certainement plus pertinents que moi. J'ai quelques remarques sur vos interventions. Déjà, merci à tous les deux. Première, je suis chercheur aussi. Et je travaille sur un projet de recherche normalement sur la réduction de la fracture territoriale sur les véhicules autonomes. Donc on veut couper finalement la démarche classique de remettre encore de la voiture autonome dans les villes où on a déjà beaucoup de transport. Un peu toutes les... Donc nous, notre ambition, c'est de trouver des financements, et c'est ce qu'on, je pense qu'on va obtenir, pour amener finalement de la mobilité à des gens qui ne sont pas forcément dans les territoires ruraux en capacité à se déplacer par eux-mêmes, et ramener de la mobilité à des gens qui ne peuvent pas conduire eux-mêmes. Bon, ça c'était juste une petite aparté. J'avais, pour répondre à mademoiselle, en GSP, j'avais mis en place des interventions de personnalités sur l'usine 4.0. Et il y a un monsieur qui intervient, qui nous a fait une conférence intéressante, je trouvais. Il posait la question aux jeunes, pour vous, c'est quoi finalement un ingénieur, ça sert à quoi? Et non, enfin, quand on est dans une entreprise, c'est pour faire quoi? Alors, les jeunes, bien sûr, c'est pour faire du business, pour faire de l'argent, du profit. Et il a trouvé une réponse que je vous répète ici, que je trouve très pertinente. En fait, non. L'idée, c'est qu'il fasse en sorte que son entreprise soit pérenne et qu'elle soit encore là dans 10 ans. En fait, ça, je trouve que l'équilibre, il est bien trouvé, en fait. On va faire en sorte qu'il ne faut pas faire de la surqualité, sous-qualité, de la surproduit, surprofit. Non, l'important, c'est de voir loin et puis dans un respect sûrement, parce que si on n'a pas de respect, on ne va pas être dans 10 ans encore là. C'était juste une remarque de cette personne, c'est pas de moi. Une autre remarque sur le volet productivité auquel vous faisiez allusion par rapport à la 4L à Teugeveau. Au niveau de la voiture, du véhicule qu'on connaît tous, on a un facteur de productivité, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'on passe pour fabriquer une voiture a été multiplié par 6 depuis les années 60. Un facteur 6. Ça veut dire qu'on met 6 fois moins de temps pour fabriquer une voiture. Pour autant, je n'ai pas l'impression qu'on ait 6 fois plus de temps libre, on va dire, parce que la voiture, c'est un usage tellement commun qui est assez représentatif de l'industrie aujourd'hui. On pourrait imaginer qu'on a ça à peu près partout. Et pour les secteurs primaires comme l'agriculture, c'est un facteur 22. Facteur 22 de productivité. Ça veut dire qu'on a 22 fois plus on fait 22 fois plus vite la même extraction dans le sol qu'on ne faisait dans les années 60. Donc ça interpelle aussi sur le temps qui normalement devrait nous être dévolu suite à ce gain qui est ici. Alors que, on travaille beaucoup et voilà. Et une dernière remarque qui va à votre endroit, c'est que c'est plutôt une question, une remarque en fait. L'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui avait été théorisé par Adam Smith dans les années 1830 à peu près. Donc 1830, la révolution industrielle n'était pas loin. Donc ça avait été déjà anticipé comme étant, on va dire, la nécessité de la pérennisation de ce modèle libéral était
théorisé déjà par Adam Smith avec ce volet d'obsolescence programmée. Et dans ce même volet, j'ai été surpris de voir que vous travaillez avec des logiciels qui ne sont pas des logiciels libres. Et donc ça a deux remarques, ça appelle. Donc, d'une part, vous œuvrez pour les sociétés pour lesquelles, quelque part, vous avez quelques aversions. Et d'une part, et d'autre part, l'obsolescence programmée avec des logiciels on va dire propriétaires concourt à cette obsolescence programmée. Donc j'ai été étonné de voir ça chez vous. Merci. Et toucher couler, on n'est pas parfait, hein. Et loin de là, et je pense que c'est aussi ça le... Oui, mais moi aussi, je veux dire, on est tous pareils, on vit dans une société, et quand je disais tout à l'heure qu'il me faut trouver un emploi, parfois il me faut utiliser des outils qui ne sont pas open source, mais on œuvre chaque jour à rendre tous ces usages-là... Non, mais moi je trouve que c'est une bonne remarque et que l'exemplarité est nécessaire quand on parle de sujets aussi importants que le croissance versus décroissance. Oui, je vais faire court aussi et merci beaucoup pour votre présentation, c'est hyper stimulant. Et je voulais appuyer, rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué et qui est le refus. Et pour moi, et c'était ça que j'avais envie de partager avec vous, en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on a une puissance immense en tant qu'individu quand on refuse. Et quand on se dit non, mais ça, je ne peux pas le faire. Je veux dire, si ce n'est pas aligné dans mes valeurs, je ne peux pas bosser, par exemple, pour Monsanto. Ce n'est pas possible. Et si on le fait soi, et si finalement tout le monde le fait, mais Monsanto, il est dans la merde parce que c'est pareil, on n'est pas éduqué comme ça, mais en fait, les entreprises, pratiquement, elles ont de la chance qu'on vienne bosser pour elles. Et c'est pas l'inverse. Alors que là, on s'est toujours présenté, ah oui, vous avez la chance de vous faire employer. Mais non, on met notre énergie, notre temps de vie au service de quelque chose. Il faut que ce quelque chose, ça fasse sens pour nous, sinon c'est juste pas possible. Et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de fois, on entend, oui, mais s'ils m'embauchent pas moi, il y en a 10 000 autres qui sont prêts à faire le job. Mais ça, pour moi, c'est un non-argument et qu'il ne faut vraiment pas évoquer et que les questions, il faut toujours se les poser en individuel parce qu'on a la même chose sur le revenu d'existence ou revenu de base. Les gens vous disent « mais moi, je ferai des choses, mais mon voisin, lui, il va rien glander sur son canapé. » Mais on s'en fout, parle pour toi. Et c'est pareil pour tout ce qu'on fait, en fait. Si on regarde ce qu'on fait soi et qu'on se l'applique à soi-même et qu'on est chacun à le faire, et là, on devient puissant. Et vous parliez aussi de comment on peut faire bouger des enseignements, des choses comme ça, mais c'est par le refus. Et c'est par le refus fondamentalement individuel. On ne peut pas faire des refus collectifs. Enfin, pour moi, je ne crois pas au leader qui va aller régler nos problèmes. Non, nos problèmes, on les règle seuls, face à soi-même, devant un miroir, en disant qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas. Et là, on devient puissant. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci. D'autres questions ou prises de parole pour rebondir? N'hésitez pas, c'est votre dernière chance. Non, ils pourront encore nous trouver demain et après. Je veux dire pour maintenant, jusqu'à l'apéro. Voilà, j'aurais pas dû dire ça. Tu veux faire un mot de conclusion? Non, mais juste préciser que les livres sont toujours disponibles. Tu as les prix en... Alors, il y a 3 livres en vente autour d'un prix libre avec un prix conseillé. Il y a mon dernier livre qui est en français, qui est une introduction à la décroissance pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore grand-chose ou qui souhaitent partager ces informations avec des amis, qui est au prix, je crois que c'est autour de 14 €, mais on peut s'arranger. Il y a un livre en anglais qui est plus approfondi, qui est Exploring Degrowth, qui revient vraiment sur une analyse des 20 dernières années du mouvement de la décroissance que j'ai coécrit avec une anthropologue australienne qui s'appelle Anitra Nelson. Alors, vu que c'est des Anglais, que c'est des capitalistes, malgré le fait qu'on soit dans une maison d'édition qui s'appelle Plutôt Presse, qui est très à gauche, très écoféministe et formidable, le livre coûte quand même 20 pounds, mais on peut s'arranger sur le prix. Et puis après, j'ai un livre vraiment associatif qui n'est pas cher du tout, qui du coup reflète totalement sur ce que vous avez fait comme mot de clôture, puisque c'est un focus sur le projet de décroissance et la notion de dotation inconditionnelle d'autonomie, qui serait une forme de revenu de base partiellement démonétarisé, donc qui pourrait être donné en monnaie locale ou en gratuité. Donc il y a ces 3 livres. Mais je voulais quand même faire un petit mot de conclusion par rapport à l'interpellation sur les logiciels libres.
Et il y a vraiment toute cette contrainte, et c'est pourquoi la décroissance est un projet de société multidimensionnel et avant tout politique, c'est-à-dire qu'individuellement, on ne peut pas faire tous les pas de côté. Et j'utilise Prési comme présentation parce que je suis très ami avec certains des fondateurs de Prési qui sont hongrois et qui vivent encore en Hongrie et qui malheureusement se sont fait rattraper en se faisant acheter par le grand capital, et c'est devenu une grande boîte capitaliste. Mais j'avais commencé à faire mes présentations dessus avant que ça le devienne trop, et du coup j'ai tout qui est dessus et je garde le truc dessus, et ça fait partie des contradictions qui sont les nôtres. Et c'est vraiment hyper important d'assumer ces contradictions, d'y réfléchir, d'y travailler, d'y répondre individuellement quand on peut y répondre individuellement, mais en même temps de ne pas procrastiniser trop sur le fait qu'on est pris dans des pièges et que c'est collectivement et politiquement qu'on pourra s'extirper des aliénations et des toxicodépendances que nous avons face au système dominant. Ce sera mon petit mot de conclusion. Mais tu vas changer ta présentation dans les prochains jours. Non, non. Mais si, c'est trop de boulot, j'ai la même depuis 15 ans, je la réutilise, je ne vais pas changer tous les jours. Je suis pour une entreprise pérenne, et une entreprise pérenne doit s'accompagner d'un travail limité pour garder la santé. Et juste pour finir, moi je vous conseille vraiment celui-ci. Il y a plein d'infographies à l'intérieur et c'est une lecture vraiment agréable pour vraiment entrer dans la décroissance de manière douce. Il est vraiment très bien. Voilà, merci à tous pour la conférence.